Un, deux, un, deux, un, deux, trois. C'est bon, ça marche. Donc, la semaine passée, pas de cours. Vous avez eu 4 jours la semaine passée. Donc, on va débuter le tout. Cette semaine, on voit les méthodes prescriptives, évidemment, NAL et DSL, là, NAL NL1 et NL2. Là. Oh, on a un duo ce matin. Comment allez-vous, les filles? Allô, ça va très bien, c'est juste que Nick, son ordi Ouais, mon écran est comme devenu tout noir, fait que là, il marche comme pas. Je sais pas pourquoi. OK. C'est pas grave. C'est en autant que vous soyez là, c'est pas. Tant que c'est pas un examen, c'est pas si pire, c'est pas grave. Ouais, ben c'est juste pour ce cours-là. Ouais, non, c'est correct. Ok, merci. C'est pas un problème. C'est quoi? C'est en éthique en troisième année. Je pense qu'ils étaient toutes les 4, un en face de l'autre. Là. Ils restent toutes les 4 dans le même appart. Là. Fait que, il y en a un qui passait en arrière de l'autre en étant, oh, qu'est-ce que c'est ça? C'est bien correct. Donc, comme je disais, on voit les méthodes prescriptives NAL, NL1, NL2. Je fais un léger historique des anciennes méthodes prescriptives que j'utilisais dans mon jeune temps, dans l'ancien temps, dans le millénaire passé. Mais c'est juste un bref historique, là. C'est rien de. Puis il n'y aura pas de questions là-dessus de toute façon. Fait que vous n'avez pas à vous. Je vais être honnête, vous n'avez pas à étudier les anciennes méthodes. Je ne sais pas que c'était très alimentaire, hein? Burger, Pogo. Il y avait plusieurs. Je ne sais pas pourquoi à l'époque, là. Mais sinon, il n'y a pas d'études à faire de façon spécifique. C'est juste pour. C'est toujours bien de savoir d'où on vient pour savoir où est-ce qu'on s'en va, et d'autant plus que les méthodes DSL et NAL évoluent quand même. C'est celles qu'on utilise. Même les manufacturiers ont tendance à sortir leur propre méthode prescriptive. Je vais vous en reparler. Donc, on va débuter ça. S'il y a des questions, j'ai placé, ah oui, plusieurs petites annonces ce matin. Je vous ai envoyé le lien de ma super chaîne YouTube. Écoute, j'ai une chaîne YouTube pour les cours. Donc, tous les cours enregistrés. Là, j'ai déposé les 2 premiers cours. Celui d'aujourd'hui, normalement, je vais le faire d'ici la fin de la journée. Donc, si jamais vous voulez revoir les cours, vous les avez directement. Là, parce que j'enregistre tous les cours, fait que je les place sur la chaîne YouTube. Évidemment, vous allez voir, il y a les cours d'éthique aussi, fait que faites attention, n'écoutez pas les cours d'éthique, à moins que vous soyez vraiment, vous ne savez pas quoi faire un dimanche pluvieux, là, mais je pense que vous avez d'autres choses à faire que ça. Donc, les cours sont vraiment bien identifiés. Aide auditive 3, cours numéro 1 tel, de telle date. Fait que si vous voulez jamais les revoir, donc je vous ai fait le lien, puis ça va être le même lien YouTube pour mes collègues français, mais YouTube, ça va être le même lien. Fait que tous les cours vont être là. Fait que juste à suivre, à regarder. Je vous ai placé également les équipes pour faire le travail ainsi que le nom des manufacturiers. Je vous ai placé également le document que j'appelle technique, là, qu'est-ce que je m'attends. Si jamais je l'ai placé hier dans la journée, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez-moi. Soyez très, très. Là, c'est sûr, on a manqué comme une semaine. Là, fait que j'ai mis le 21 octobre, mais si je me rends compte que c'est trop court, on pourra peut-être le reporter. Là. Il n'y a pas la date, j'ai mis une date dans le temps. Mais il n'y a pas de stress là, si jamais je me rends compte que, d'autant plus que si on n'a pas accès au laboratoire pour 2 semaines, ça reste que NOAA est quand même une ressource intéressante pour pouvoir faire le travail.
Fait que je vais évaluer, en tout cas, commencer à faire le travail, vous allez voir. Puis si jamais on a besoin de repousser pour différentes raisons, on le fera. Ce n'est pas une date qui est coulée dans le béton. Fait que ne vous stressez pas. Là. Travailler quand même pour le 21 octobre, ça nous donne quand même 5 semaines. Mais si on voit que c'est un peu short, on pourra retarder, ce n'est pas un problème. D'accord? Je vous ai placé le nom des équipes. Si j'ai fait des erreurs, dites-le moi. Je ne pense pas, mais il me semble que j'ai révisé mes trucs. J'ai placé le nom du manufacturier ainsi que le nom de la ou des représentants qui s'en occupent. Comme j'ai dit, si vous avez besoin de renseignements supplémentaires ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Écrivez-moi. Il n'y a pas de problème. Le cours de la semaine prochaine, j'étais en train de le réviser hier. Fait que normalement, je devrais être bon pour vous le poster demain. Étant donné qu'on n'a pas eu de cours la semaine passée, fait qu'on va être d'avance suffisamment. Je n'attendrai pas là. Demain, il a été posté jeudi, celui-là, mais je vais essayer de vous le déposer en début de semaine. Donc, étant donné que vous n'avez pas accès au cégep, là, que vous puissiez peut-être prévoir d'autres moyens pour pouvoir l'imprimer ou déjà le lire, prendre des notes. Donc, je vais essayer de garder cette semaine-là d'avance. Donc, le cours, je l'ai posté. Normalement, aujourd'hui ou demain maximum, mais je vais essayer de le faire aujourd'hui. J'avais quelques révisions à faire. Je vais vous le poster probablement d'ici la fin de la journée. Fait que vous aurez le cours de la semaine prochaine une semaine d'avance. Comme ça, vous saurez être en mesure de vous préparer. Puis si jamais vous avez des questions, bien, vous serez déjà préparé. Ça vous convient comme ça? C'est l'action de la fête du travail nous a permis de gagner un petit peu de temps. Fait qu'on va essayer d'être le plus efficace possible. Donc, on y va. Celui-ci. Donc, aujourd'hui, 14 septembre 2020, c'est le cours numéro 3. J'ai oublié de l'inscrire, mais dans les ressources, c'est marqué cours numéro 3. Et dans la ressource YouTube, je vais inscrire également cours numéro 3. Donc, j'aimerais à tour de rôle que vous me nommiez un des éléments à prendre en compte lors de la sélection d'une solution auditive pour votre patient. Si on se rappelle, il y a 2 semaines, le cours qu'on avait eu ensemble, on avait regardé vraiment tout ce qu'on devait prendre en compte. Donc, j'aimerais que vous preniez la parole à tour de rôle et que vous me disiez, là, selon vous, là, un élément qui est super important à ne pas oublier lors de la prise, lorsque vous faites votre historique de cas, lorsqu'on fait l'entrevue de sélection. Allez-y. Oui, Émilie? Le degré de perte auditive. Yes. Next. Oui, Jonathan? Morphologie du pavillon. Yes. Physique, tout à fait, Estelle? La dextérité du patient. Oui. Next. Dave? Son environnement. Oui, son environnement. Dans l'environnement, qu'est-ce que tu veux dire par environnement? Ben, si, admettons, il fait beaucoup d'activités sportives puis que c'est dans le bruit, ben, tu vas choisir peut-être d'autres choses en fonction. C'est vraiment en fonction, genre, s'il est dans le calme, s'il est plus quelqu'un qui est actif, qui est dans le bruit souvent, ben, tu vas y aller avec d'autres options, là. Yes, exact. Myriam? Ses difficultés. Qu'est-ce que tu veux dire? Précise? Dans le fond, les éléments qui rendent son quotidien plus difficile avec sa perte auditive. OK, good. C'est ça, tenir de compte des difficultés liées à la perte auditive. Marianne? Son budget ou ce qu'il s'attend à payer, en fait. Oui, ça, le budget, oui, ce qui s'attend à payer, mais il faut y aller comme doigté, mettons. Tu sais, c'est pas comme quand tu vas acheter une voiture, tu te demandes, t'es prêt à mettre combien? Je sais comment je suis prêt à mettre, là, ça ne te regarde pas, mais tu sais, si la personne aborde la question, tu sais, le budget, oui, on va l'inscrire, parce que souvent, on va y suggérer des solutions, puis il va dire, mon budget ne me le permet pas, fait que, on a toujours sous le coude un plan B tout le temps, mais effectivement, tu es compte du budget, tout à fait, Marianne. Next. Oui, Les Jean? préférences du patient. Patrice, oui, les préférences du patient, tout à fait. Oui, Jade? L'esthétique, pas trop que ça apparaisse. Oui, les préférences, l'esthétique, tout à fait, oui, absolument. Caroline? Ben, Il y en a 2, Caroline Gay, Caroline. Vas-y, Caroline. Caroline K. Je ne vais pas vous appeler comme ça, les filles, c'est 2 Caroline. J'ai pas compris ce que Estelle elle a dit, mais moi j'avais en tête la motricité. Motricité, Estelle, tu avais parlé de la dextérité, c'est tout ça? Ah, Oui, bon, c'est ça. Ben oui, mais c'est pas oui. Ben non, oui puis non. La dextérité, on peut parler des doigts, mais la motricité, on pourrait parler par exemple de paralysie. Quelqu'un qui aurait, tu sais, on peut, tu sais, la dextérité, on va peut-être faire plus. Oui, c'est ça, tu sais, s'il y a une paralysie, de l'arthrite, de l'arthrose par exemple dans les mains, mais pas nécessairement au niveau des doigts. Là. Tu sais, ça peut être 2 choses qui peuvent être un peu différentes. Caroline avec un C?
J'allais dire, les besoins, mettons, si une personne a besoin d'avoir beaucoup de réunions ou ses besoins dans sa vie de tous les jours, là, comme les situations d'écoute. Oui, c'est ça. Ça peut en même temps, son besoin, effectivement, comme Dave disait aussi, s'il y a beaucoup de loisirs, les loisirs, c'est important. Le travail, ça l'est aussi. Quelle est sa situation de façon spécifique? Là? Effectivement, là, comme vous voyez, c'est ce qui est important. Lorsqu'on fait, on a traité quand même énormément d'aspects, pardon. Aucun rapport à l'abcès. C'est ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut avoir un historique de cas, un questionnaire, un anamnèse qui est structuré. Il n'y a pas de bonne, il y a des mauvaises anamnèses parce que tu vas passer par-dessus certains éléments, mais il faut avoir, le secret à l'intérieur de ça, c'est d'avoir une anamnèse, un questionnaire qui est complet, qui ne dure pas 8 pages. C'est quelque chose qui se pose quand même comme... déjà, l'anamnèse a déjà été faite par l'audiologiste, donc on a déjà quelque chose, on a déjà une historique de cas audiologique qui a été fait. Donc, on est capable d'extraire un certain nombre d'éléments à ce niveau-là. Ensuite de ça, on a quand même notre historique de cas prothétique, donc, par rapport à ses besoins, sa dextérité, l'endroit où il demeure, son travail et des choses comme ça. Donc, et on doit toujours être à l'écoute du patient. Et ça, c'est super important. Lorsqu'on va faire un exercice un peu plus tard, vous allez devoir bâtir un historique de cas. Ça va être un des devoirs que je vais vous demander, de bâtir un historique de cas qui va tenir compte des éléments importants à tenir compte, entre autres chirurgie dans les oreilles, morphologie de l'oreille, différentes pathologies, son historique médical, son historique... Bon, il y a quand même plusieurs choses à voir, mais ce n'est pas quelque chose qui se fait sur 4-5 pages. C'est quelque chose qui tient sur à peu près une page. Là. C'est pas... qui tient à peu près sur une page 8,5-11. Donc, il faut avoir les éléments importants. Mais aussi, lorsqu'on fait une entrevue avec un patient, comme je vous disais il y a 2 semaines, c'est qu'il y a des patients, tu lui poses une question, puis il te raconte tout. De l'histoire de ses petits-enfants, son arrière-grand-père, toutes les maladies qu'ils ont eues, tu es capable d'avoir. Des fois, il faut recadrer les patients. Alors que d'autres patients, c'est comme des huîtres. C'est-à-dire, ils sont fermés, tu poses une question, même si c'est une question ouverte, ils vont te répondre par oui ou par non. Donc, mais sauf qu'il faut aller chercher l'information qui va nous aider à, mieux choisir la prothèse auditive, mieux choisir la catégorie, mieux choisir le modèle, mieux choisir la gamme. Donc, c'est quand même important à cet égard-là. Donc, on a quand même tout ce côté-là qui est quand même important. Donc, si on regarde les besoins, les situations d'écoute, quand je parle du COSI, donc les situations qui servent à améliorer, l'anatomie de l'oreille, le profil auditif, son RECD, l'audiométrie, la tympano. La tympano, elle peut être intéressante lorsqu'on a, par exemple, une chaîne ossiculaire qui est désarticulée, par exemple, où on n'a aucune mobilité. Donc, si on n'a aucune mobilité, ça va nous demander probablement un peu plus de gains. On va choisir notre méthode prescriptive en même temps, en conséquence. Limitation fonctionnelle, cognitive, motrice, sensorielle, c'est les ressources financières. On parlait de budget, effectivement, mais les organismes payeurs, est-ce qu'il est éligible à la Régie d'assurance maladie, à la CNESST? Est-ce que c'est un ancien combattant? Est-ce qu'il a des assurances privées? Est-ce que ça peut être la SAAQ, donc la Société d'assurance auto, par exemple? C'est une perte auditive, c'est survenu suite à un accident de voiture. Ça peut être un des organismes payeurs. L'aspect technologique, le patient n'a pas de téléphone cellulaire. On a plusieurs patients, on a des patients qui ont un téléphone cellulaire. Oui, il est Bluetooth, c'est encore un téléphone à flip, c'est pas un téléphone intelligent. Un téléphone intelligent, c'est pas comme si un truc pouvait être intelligent, un appareil pouvait être intelligent, mais ce que je veux dire par là, s'il n'y a pas d'iPhone ou d'Android, de Samsung ou de LG ou peu importe, donc il n'est pas très techno, il l'est beaucoup, donc ils ont besoin de connectivité. Est-ce qu'il y a besoin d'aide de suppléance à l'audition, c'est-à-dire un système pour la télé? Est-ce qu'il y aurait besoin de systèmes liés avec l'éclairage de la maison, avec une lampe pour avoir un avertisseur lumineux, un avertisseur tactile pour le lier, par exemple, pour le détecteur de fumée? Donc, on a quand même plusieurs aspects à tenir compte. Mais évidemment, l'aspect de la connectivité, dans notre historique de cas, on va poser la question, avez-vous un téléphone cellulaire? La personne va répondre oui. Est-ce que vous vous en servez beaucoup? Moi, j'ai certains patients qui disent ah non, je ne m'en sers jamais, c'est juste pour la sécurité. Donc, tu veux dire, bon, d'avoir l'application, que ce soit branché sur vos prothèses. Ah non, le moins possible. Alors qu'il y en a d'autres qui disent ah oui, application, oui, j'ai vu ça, ça a l'air le fun. Donc, on va déjà se diriger vers, ça va déjà axer notre choix. C'est lorsqu'on va vraiment choisir à ce niveau-là. Puis évidemment, les préférences générales du patient. Pourquoi je l'ai mis à la fin? L'esthétique, pour nous,
même si c'est important pour le patient, n'en demeure pas moins que dans notre cas, ce n'est pas quelque chose qui va être le premier critère de sélection. Quand on est capable de le faire et ça vient en ligne de compte, c'est parfait. Le confort pour le patient aussi. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'avais un patient qui avait eu un cancer au niveau des oreilles et il lui manquait toute la portion en haut ici. Une grande partie de l'hélix, une partie de la conque également. Donc, dans son cas, un contour d'oreille ou un RIC, c'était impossible. Écoutez, son masque n'est pas. Il est venu me voir, puis il y avait un bout d'oreille en haut, puis une portion du lobe en bas. Donc, dans son cas, un RIC, un contour, c'était impensable. Donc, puis même un intra, un ITE, un intra-auriculaire qui couvre tout le pavillon, pas le pavillon, qui couvre toute la conque, c'était un demi-conque dans son cas. Donc, ce n'était même pas une question d'esthétique, c'était une question de confort. Obligatoirement, on devait aller vers ça, et d'autant plus qu'il y avait une oreille morte de l'autre côté. On était comme, notre choix était quand même relativement limité. Dans son cas, c'était assez particulier, je vous dirais, de voir ça. Tu regardes, tu fais une interview, puis évidemment, ça attire ton... C'est comme quelqu'un qui a un gros bouton dans le front, ça attire ton regard à chaque fois. Là, il manquait une grande partie du pavillon, c'était assez particulier. Donc, les fondements des principales formules prescriptives. Évidemment, on travaille avec NAL, on travaille avec DSL, NAL NL1 et NL2 et avec DSL. Les formules prescriptives sont en évolution. DSL Phonetia, ça reste que c'est une formule canadienne. C'est inventé par Dr. Seward, qui était un des chercheurs en audiologie à Western Ontario. Celle qui dirige le département là, maintenant, c'est Suzanne Scully, le Dr. Suzanne Scully, qui publie énormément d'articles, qui est invité dans beaucoup de conférences. J'ai déjà assisté à quelques-unes de ces conférences, super intéressantes. Et la formule évolue tout le temps. RECD, WRECD. D'ailleurs, je vous ai placé dans les ressources. Là, avec Western Ontario, ils ont bâti un guide d'appareillage des enfants qui est super intéressant. C'était fait pour le ministère de la Santé de l'Ontario. Je vous l'ai mis dans les ressources. C'est quelque chose qui est intéressant, que vous pourriez que le garder sous le coude si jamais vous travaillez dans une clinique et il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup une clientèle pédiatrique qui est grande. C'est quelque chose qui est intéressant, qui a été fait par le Dr. Scully, mais qui a été fait avec plusieurs de ses collègues de Western Ontario. Donc, super intéressant. Donc, dans les formules prescriptives, pourquoi une formule prescriptive? C'est que nous devons ramener les sons de la parole dans les limites de la capacité auditive du patient. À la base, n'importe quelle méthode prescriptive, depuis le temps que ça existe, c'était à ça que ça servait. C'est-à-dire c'est une formule mathématique hyper évoluée qui contient un paquet de facteurs de correction compte tenu de la perte conductive ou neurosensorielle ou mixte, compte tenu du RECD, compte tenu du type de modèle de prothèse auditive, compte tenu d'un paquet de la langue, ça peut aller jusqu'au sexe de la personne, c'est un homme ou une femme. Écoutez, ça tient compte d'un paquet de facteurs de correction. Ça tient compte évidemment de l'âge parce que si c'est un enfant, si c'est un adulte. Donc, il y a énormément de facteurs de correction parce que qu'est-ce qu'on veut faire? C'est faire entendre la personne. Donc, ramener les sons de la parole. Parce qu'une prothèse auditive, à la base, c'est quoi? C'est un amplificateur. Je mets ça en on, je mets du volume, ça donne du volume et j'entends ou j'entends pas. C'est basic. En anglais, on dit basically, de façon de base. Là, une prothèse, c'est un amplificateur. Évidemment, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus évolué. J'ai assisté à une téléconférence la semaine passée sur la nouvelle Paradise de Phonak. J'en ai une la semaine prochaine, je pense, j'en ai eu sur Unitron. J'en ai chez Starkey, leur nouvelle prothèse. J'ai chez Oticon dans 2 semaines. On a le congrès en fin de semaine virtuel. Donc, les prothèses auditives évoluent énormément. On s'en va vers... En fin de compte, moi, je vous dirais, depuis que je pratique, l'ennemi à abattre, à part le cérumen dans les oreilles qui bouche les prothèses, c'est le bruit. Et les prothèses auditives, je vous dirais, là, on s'en va vraiment vers des réducteurs de bruit de façon très, très spécifique et pas que des réducteurs de bruit au niveau des bruits d'ambiance relativement doux, mais vraiment le bruit intense. Là. Vraiment pour diminuer, on est en pleine rue, on est sur une terrasse, il y a des voitures, il y a des camions qui passent. Bien, évidemment, de diminuer ces sons-là pour garder les sons de la parole dans les limites de la capacité auditive du patient. Puis là, on s'en va vraiment à quelque part. Chez Phonak, ils sont capables de brancher 8 appareils Bluetooth. Il y en a 2 toujours branchés en même temps.
l'application, le patient de plus en plus est capable d'ajuster ses prothèses. Donc, on a quand même quelque chose qui est intéressant. Donc, évidemment, la formule prescriptive, on travaille à ce niveau-là. Donc, évidemment, on a le champ dynamique normal. Donc, si on peut regarder, nous avons un spéléogramme ici en bas de la page en jaune. Je suis daltonien, mais je sais que c'est rouge. Une audition normale, évidemment, lorsqu'on fait un audiogramme en décibels HL, l'audiogramme est à 0. Mais lorsqu'on le ramène en décibels SPL, il y a des facteurs de correction. C'est pour ça que la ligne, elle n'est pas à 0, mais qu'elle est comme ça. C'est une audition normale. C'est ici les niveaux d'inconfort. Donc, c'est le champ dynamique normal d'une personne. Et ça, ici, c'est la zone de la parole. Donc, c'est du spectre de la parole sans prothèse auditive, évidemment. Donc, lorsqu'on se retrouve avec une perte auditive, comme celle-ci, donc évidemment, notre champ dynamique résiduel, il est plus pincé, parce qu'on voit ici dans le bas en pointillé notre audition normale. Donc, évidemment, notre spectre de la parole qui est ici. Donc, ça, on voit, on a quand même en basse fréquence, on est dans le spectre, mais plus on arrive à peu près 1500, 2000 Hz, on est carrément hors du champ. Donc, évidemment, notre amplification devient quand même importante. Le spectre de la parole sans prothèse est sous la capacité auditive du patient, donc le patient ne perçoit pas. Donc, la méthode prescriptive sert à quoi? Bien, la méthode prescriptive va nous servir à ramener le spectre de la parole, ramener vraiment la perte auditive du patient dans le spectre de la parole pour qu'on puisse, que le patient puisse entendre. À la base, là, c'est carrément ça. Le fondement principal, à la base, c'est comme ça. Je fais un bref historique. Comme je vous dis, il n'y aura pas de questions à l'examen là-dessus. C'est inutile, on ne sert plus de ça. Mais il faut remonter dans les années 1940 pour qu'on ait déjà les balbutiements de formules prescriptives. Il y en avait deux groupes. Il y avait deux groupes de chercheurs. Il y en avait qui étaient basés sur le seuil d'audition et un autre qui était basé sur le niveau d'inconfort. Donc, il y a toujours dans les courants de pensée, il y a toujours une émergence de deux côtés. Donc, le but, c'était de fournir une estimation d'efficacité future de la prothèse pour l'utilisateur. L'idée, ce n'était pas de sélectionner un modèle ou une marque en particulier, mais de choisir un ensemble de caractéristiques électroacoustiques. Et c'est encore ça, d'ailleurs. Je veux dire, le but, le fondement des méthodes prescriptives, on monte aussi loin qu'il y a 80 ans. Je veux dire, ce n'était pas l'idée de sélectionner un modèle ou une marque de prothèse. C'est de choisir un ensemble de caractéristiques électroacoustiques. Et quand on parle de caractéristiques électroacoustiques, c'était la force, le MPO, le gain. Qu'est-ce que je pourrais avoir besoin comme ajustement par rapport à la perte auditive? J'ai une perte plate, j'ai une perte qui est très accentuée, j'ai une perte que dans les aigus, par exemple. Donc, c'est de fournir une estimation de l'efficacité future de la prothèse pour l'utilisateur. Ça demeure encore ça. Je veux dire, ça demeure ça même 80 ans plus tard. Donc, c'est quand même important à ce niveau-là. Donc, deux fondements fondamentaux. Des structures électroacoustiques différentes sont nécessaires à des individus différents. Quand on parle de structures électroacoustiques, pensez à amplificateurs, microphones, haut-parleurs, tous les types d'ajustements qu'on peut avoir à l'intérieur de la prothèse auditive. Tubes, crochets, filtres, tout ça fait partie de la prothèse auditive. Donc, évidemment, ce type de structure-là est différent et ils sont nécessaires pour des individus différents. Donc, puis ça tombe sous la logique. Puis évidemment, il existe un maillon rationnel, un lien qui est rationnel entre les caractéristiques audiologiques ou les caractéristiques d'audition et électroacoustique. Plus ma perte est importante, quelqu'un le disait au début, il faut prendre en compte la perte auditive. Donc, plus ma perte elle est importante, plus je vais avoir besoin de puissance. Donc, les caractéristiques électroacoustiques vont être différentes pour les individus et par rapport à la perte auditive également. Donc, nos principes fondamentaux de base, c'est pas ça me prend du matériel différent pour des individus différents, puis il y a un lien entre son audition et le matériel que j'ai besoin. Ça tombe sous le sens, c'est très logique à travers ça. Et les principes fondamentaux demeurent les mêmes. C'est-à-dire, quand on a commencé à travailler avec NAL, au début, NAL RP, ensuite de ça, avant de tomber à NAL NL1, mais je veux dire, c'était quand on a commencé à travailler avec NAL, je veux dire, dans les années 90, puis DSL est arrivé par la suite, c'est-à-dire, c'est les mêmes principes fondamentaux qui étaient là. Je veux dire, on a des principes complémentaires. Le niveau de gain nécessaire dépend de l'importance de la perte. Donc, on voit
C'est-à-dire le maillon entre nos caractéristiques électroacoustiques et notre caractéristique audiologique, dans les principes complémentaires, le niveau de gain nécessaire dépend de l'importance de la perte. Oui, c'est normal, c'est logique. La courbe de réponse dépend évidemment de la configuration audiométrique. La perte, si elle est plate, ma perte, c'est l'accentuée qu'en haute fréquence. Si j'ai une perte inversée, si j'ai une perte en U, si j'ai une perte en cookie byte, si j'ai une perte, peu importe. Puis évidemment, du signal unique, du spectre vocal. Est-ce que c'est de la voix faible, de la voix forte, de la voix normale? Donc, ma courbe de réponse va être en lien avec le signal. Est-ce que c'est du bruit? Évidemment, je ne veux pas l'amplifier. Est-ce que c'est une voix faible? Je veux l'amplifier plus. Est-ce que c'est une voix forte? Je veux l'amplifier moins, mais je vais l'amener quand même dans la zone confortable. Donc, on voit dans nos principes complémentaires, ça a un lien directement avec nos principes fondamentaux. Donc, évidemment, deux autres principes. Une limitation de l'amplification des fréquences graves s'avère nécessaire pour éviter l'effet de masquage des hautes fréquences par les basses. Le bruit a un effet masquant sur la parole. Les basses masquent les hautes. Donc, évidemment, il faut que je fasse attention à mon amplification. Si je donne trop de basses fréquences, je vais masquer mes hautes fréquences. Donc, ça tombe encore sous la logique. Et évidemment, le MPO, le niveau maximal de sortie, doit être suffisamment élevé au-dessus du seuil d'audition. Donc, mon HTL, mon Hearing Threshold Level, sans dépasser le niveau d'inconfort, qui est le UCL, qui est le Uncomfortable Level. Donc, mon MPO doit être suffisamment fort pour dépasser le seuil d'audition. Oui, parce que bon, sinon, je n'ai pas de gain dans la prothèse, mais je ne dois jamais dépasser le niveau d'inconfort du patient. Oui, c'est logique. Donc, mon gain est en fonction du spectre vocal et en fonction de la perte du patient. Mon gain doit être suffisant, ma limitation des basses fréquences et mon MPO. Tout ça est logique, tout ça est... Et je vous dirais que c'est super important, là. C'est-à-dire, mes principes fondamentaux, mes principes complémentaires sont hyper importants. Ça, c'est... Vous devez toujours les avoir en tête, c'est quelque chose que vous devez savoir parce que ça nous guide de toute façon. Même maintenant, ça nous guide encore parce que lorsqu'on va regarder une amplification, lorsqu'on va arriver, par exemple, en aide auditive 4 à ajustement, on va se dire, attends un petit peu, là, je veux dire, mes basses fréquences sont beaucoup trop hautes par rapport à mes hautes. Le patient se plaint qu'il n'entend que le bruit, il n'entend pas la parole. Ben oui, mais c'est un des principes fondamentaux. Mon gain, est-ce que je suis suffisamment fort? Est-ce que je suis près de ma cible? Est-ce que mon MPO est trop fort? À même instant, quand on mesure, lorsqu'on fait nos mesures en in situ, est-ce que lorsqu'on fait nos RESR et RER, on est toujours en train de vérifier mon MPO, mon RESR, est-ce qu'il dépasse mes seuils d'inconfort? Non. Est-ce que mon gain est au-dessus? Est-ce que ma cible? Et ça va être important. Parce qu'à un moment donné, il y a des patients chez qui la cible, elle est encore en dessous de son seuil d'audition parce que sa perte auditive, elle est très, très grande. Surtout en haute fréquence. À un moment donné, on n'est pas capable de donner aux patients du gain en haute fréquence parce que la cible est en bas des seuils. Là, tu dis, OK, quel moyen je vais utiliser? Et là, on va le voir un peu plus tard lorsqu'on va voir les algorithmes dans le cours. Là, l'abaissement fréquentiel, le déplacement fréquentiel, la transposition fréquentielle. Donc, les manufacturiers, avec le temps, ont développé des algorithmes pour nous aider à faire quoi? À ramener la parole dans le spectre du patient, tout simplement. Donc, les méthodes, c'est en fait, principalement à la base, c'était dérivé de la règle du demi-gain définie par Lee Barger dans les années 50. Pour les pertes de perception, donc neurosensorielles, le gain nécessaire pour une audition confortable augmente de 1 dB à chaque élévation de 2 dB, la moitié du gain. Le niveau de confort, le NC, donc, n'est pas nécessaire. Les seuils d'audition sont plus fiables et moins sensibles au mode d'instruction et d'interprétation. Si on se rappelle, tantôt, la diapo, dans les années 40, on avait ceux qui étaient basés sur le seuil d'audition puis ceux basés sur le seuil d'inconfort, le seuil de confort. Le seuil de confort a été rapidement, à peu près une dizaine d'années plus tard, a été rapidement évacué parce qu'on se disait, le seuil d'audition, c'est la méthode la plus objective, entre guillemets, des mesures qu'on peut avoir en audiométrie et en audiologie pour pouvoir déterminer une base de calcul. Le niveau d'inconfort ou le niveau de confort, ça dépend toujours des instructions qu'on va donner aux patients. C'est extrêmement variable. Donc, c'est pour ça que c'est été évacué rapidement. Donc, on se sert des seuils d'audition parce que c'est plus fiable. Oui, pouvez-vous? Oui, Caroline, oui, merci. Tout à fait. Excuse-moi, des fois, je m'emporte. Donc, perte de perception à chaque... Donc,
il parle de chaque 2 dB. On monte de 1, donc à chaque fois qu'on a 10 dB, on met 5 dB de gain. Donc, permet de calculer les valeurs du gain d'insertion ou le gain fonctionnel. À l'époque, il n'y avait pas de mesure in situ comme on a. Le gain recommandé était celui adapté et non celui du coupleur. Donc, dans la formule mathématique, lorsqu'on entrait les données à l'intérieur de la formule, ça nous donnait le gain qui était adapté, donc à l'oreille du patient et non celui en coupleur 2cc. Pour trouver la bonne mesure, soit on mesure le gain in situ, on applique les facteurs de correction pour extrapoler les résultats faits avec les mesures faites au coupleur. C'est-à-dire qu'on avait 2 choix à l'époque. C'est-à-dire que soit je trouvais mon gain en 2cc, donc dans le truc électroacoustique, dans la boîte électroacoustique, puis ensuite de ça, j'extrapolais avec des facteurs de correction pour mesurer le gain fonctionnel ou le gain d'insertion, ou je prenais la méthode prescriptive qu'on utilisait et je trouvais le gain adapté tout simplement. C'était un ou l'autre. À cette heure, c'est facile. Je dis avec les facteurs de correction, je le mets dans la boîte 2cc et je suis capable d'extrapoler. La machine le fait pour nous. Vous êtes chanceux à cette heure, vous êtes plutôt des pros du pitonnage. Vous êtes capable d'avoir le gain et en 2cc et l'avoir en gain fonctionnel. Mais on mesure de toute façon à chaque fois. Évidemment, dans les formules prescriptives, pour ça je vous disais, ça s'appelait berger, mais tu sais, Burger, NAL était à l'époque-là, Pogo 2, Libby et Keller. Évidemment, on en avait je ne vous demande pas d'apprendre ça parce que c'était des formules, des calculs, des facteurs de correction à pu finir. À cette heure, on rentre ça se fait tout seul. C'est beaucoup plus simple. Donc, d'après vous, avec des prothèses auditives analogiques, des formules prescriptives à la main, comment on faisait pour faire la sélection de la bonne solution auditive? C'était extrêmement compliqué. On utilisait une formule prescriptive, donc on choisissait n'importe laquelle. Moi, je me souviens, je travaillais beaucoup avec NAL à l'époque. Donc, on calculait à chaque fréquence le gain réel requis. On sélectionnait une prothèse auditive dont le gain sur coupleur 2cc correspondait à chaque fréquence. On ajustait la prothèse sur l'oreille du patient. On réglait le potentiomètre de gain. On mesurait le gain. Puis on comparait les résultats obtenus avec ceux qu'on avait calculés. Puis si ça ne faisait pas, on réajustait. On ajustait les variables acoustiques. Donc, dans l'embout, est-ce qu'on mettait une cloche? On changeait le tube. On mettait un tube Libby. On changeait les filtres. Ou on choisissait une autre prothèse auditive. Puis on recommençait jusqu'à ce qu'on ait les résultats satisfaisants. Puis après ça, au bonheur et joie et allégresse dans les chaumières, on recommençait pour la deuxième prothèse. C'était ajusté en binôme. Ça prenait une éternité. Ça n'avait aucun sens. Oups, excusez, attendez un petit peu. On va passer assez vite sur, bon, c'est une des premières formules prescriptives. Burger, ça utilisait la demi du gain. C'était extrêmement fort. Il n'y a pas personne qui utilise ça maintenant. C'était surtout pour les pertes de conduction mixte qu'on l'utilisait parce que ça donnait beaucoup de gain. Il fallait que l'écart aérien osseux soit de plus grand de 15 décibels et on avait une réserve de gain. La méthode calculait toujours qu'on ait 10 décibels de réserve si jamais la perte venait à s'aggraver. Donc, on l'utilisait beaucoup. Ensuite de ça, on s'est mis à utiliser NAL, la formule australienne, qui est toujours présente. C'est arrivé dans les années 76. On l'a utilisé jusqu'en 86 avant qu'il y ait une nouvelle révision, donc NAL-R pour réviser. Puis ensuite, on a une NAL-RP qui était la révisée P pour Power. Fait que j'utilisais, moi, personnellement, j'utilisais beaucoup NAL-R et NAL-RP. J'ai gradué en 1991. C'était celle que j'utilisais à l'époque. Ensuite de ça, donc, les pertes de transmission ou les pertes mixtes. Donc, perte de transmission, de conduction, on ajoutait, là, il fallait ajouter un quart de l'écart aux valeurs. Puis les pertes sévères à profondes, ça ne s'appliquait pas de façon super bon. C'était vraiment pour les pertes sévères à profondes NAL. Et d'ailleurs, lorsqu'on va utiliser NAL NL1, par exemple, présentement, et DSL, c'est pour des pertes qui sont plus importantes. NAL NL2, dans les méthodes prescriptives qu'on utilise maintenant, c'est des pertes qui sont beaucoup plus modérées. C'est lorsqu'on a un patient qui a vraiment une perte plus importante, on va changer à NAL NL1 ou on va changer vers DSL, par exemple, parce que ça nous donne beaucoup plus de gains. On va avoir une diapo tantôt qui nous en parle. Donc, Pogo, je vous en fais, ça avait été présenté dans les années 80. Pogo 2 qui avait été une révision. Donc, il y avait ça évoluait, évidemment.
encore là, on avait une réserve de gain avec Pogo et Pogo 2. Il y avait des facteurs de correction qu'on devait ajouter. Donc, mais il n'y a pas de... Je fais un historique, je passe rapidement sur ceux-là parce qu'on ne travaille plus avec ça de toute façon. Mais c'est pour vous montrer qu'on avait quand même un choix à l'époque. La méthode de Libby, lui avait utilisé 1000 appareillages. Il disait, les pertes faibles à moyenne, c'est 1/3 du gain. Les pertes sévères, 1/2 du gain. Puis les pertes profondes, 2/3 du gain. Fait qu'une perte à 90, tu mettais 60 décibels de gain. Ça devait être tonitruant. Ça n'avait aucun bon sens. Je ne connais pas d'audio qui utilisait la méthode Libby. Je vais être honnête avec vous autres. J'avais pas. C'était quelque chose. C'était fort en chien. Donc, pour les pertes sévères, il y avait des facteurs de correction, la réserve, la perte conductive, l'amplification binaurale. Voyez-vous? L'amplification binaurale, hop, réduire de 3 décibels à chaque fréquence. L'effet de sommation, là, on commençait à avoir quelque chose. Là. On se rendait compte que j'ai une amplification binaurale. Ah, le patient a une perception plus forte lorsque je suis dans les deux oreilles. Ah, je dois avoir un facteur de correction. Ce qu'on tient compte maintenant, lorsque vous allez placer, par contre, là, par exemple, dans Verifit ou dans l'appareil de mesure que vous utilisez, au cégep, on utilise les V1 et les V2, surtout les V2. Si vous allez voir, lorsque vous mettez monaural ou vous mettez binaural dans le facteur de correction, la cible descend lorsque vous êtes en binaural. Donc, l'effet de sommation, elle est déjà présente, déjà avec Libby. Une sélection du MP3, du MPO. À l'époque, on commençait déjà à utiliser les ER3, les inserts. Donc, on lâchait les TDH39, les écouteurs Supra, et là, on commençait. C'était les balbutiements de l'utilisation des intra-auriculaires. Donc, Keller, je passe un peu par-dessus. Lui, avec, c'était toujours des calculs qui étaient assez grands. Et on tombe aux formules prescriptives actuelles. DSL, NALNL1, NALNL2. Vous allez voir chez les manufacturiers qu'ils ont tous leur propre méthode prescriptive. Toute la gang. Même, il y a une méthode prescriptive. L'Université de Cambridge a sorti aussi sa CAMFIT, C-A-M-F-I-T. Ils ont dit, ben là, Western Ontario, au Canada, en a sorti une. En Australie, on en a sorti une. Pourquoi nous, en Angleterre, alors que ce sont de nos anciennes colonies, nous sommes quand même les maîtres du monde. Et nous sommes donc les Anglais l'ont un peu de travers. Fait qu'à Cambridge, ils ont travaillé sur une méthode prescriptive qu'ils utilisent probablement en Angleterre, mais qui n'a pas traversé les frontières. Mais tout ça, moi, je vous dirais, les méthodes prescriptives dans le monde, on utilise beaucoup de DSL, on utilise beaucoup de NAL. Ce sont des méthodes prescriptives qui sont éprouvées, des méthodes prescriptives qui sont à jour, qui sont toujours en train d'être révisées par les concepteurs même de ces formules-là. Donc, c'est celles qu'on utilise. Les méthodes prescriptives maison des manufacturiers, il faut faire attention, il faut toujours se poser la question, chez Oticon, par exemple, lorsqu'on ajuste une prothèse auditive, on n'a pas le choix d'utiliser la méthode prescriptive maison chez Oticon. Pourquoi? C'est que si on utilise des autres méthodes prescriptives, c'est qu'il y a certains algorithmes où on n'a pas accès si on utilise NAL ou DSL. Évidemment, dans notre Verifit, on va placer NAL ou DSL. Je ne peux pas vérifier la méthode maison, c'est évidemment. Mais chez Oticon, là, j'ai hâte de voir parce qu'ils vont sortir un portfolio complet et tout nouveau chez Oticon. C'est la question que je vais poser si on est encore obligé d'utiliser la méthode prescriptive. J'ai eu une conférence chez Widex. La réponse est non. La réponse chez Phonak, c'est la même chose. Non, je ne suis pas obligé d'utiliser leur Phonak Digital Adaptative, leur PDA. Chez Unitron, la même chose. C'était chez Starkey non plus. Je ne suis pas obligé. À l'époque, c'était vrai, la ISTAT, leur méthode prescriptive maison, ce qui n'est plus le cas. Donc, ils continuent de développer leur méthode prescriptive maison, sauf qu'on n'est pas obligé de l'utiliser. On peut l'utiliser, mais de toute façon, on va avoir à taponner un peu plus pour pouvoir être sur nos sites DSL et NAL lorsqu'on va faire nos différentes vérifications. Excusez, je regarde là. Oui, Patrice, je t'écoute. Pour quelle raison Oticon choisit de rendre obligatoire l'utilisation de leur méthode prescriptive quand les autres compagnies ne le font pas? Pour se donner un genre, j'imagine. Honnêtement, je n'ai pas de raison. Quand j'ai discuté avec Charles-Édouard et avec Luc, les deux représentants de la compagnie, je ne sais pas, il faudrait probablement que je me rende au Danemark
aller chez Oticon et aller jaser avec les ingénieurs. C'est peut-être pas une mauvaise idée. Pour avoir déjà visité Copenhague dans ma vie, qui est une magnifique ville, peut-être retourner, aller voir, je ferai un détour chez Widex, je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi. Honnêtement, Patrice, je n'ai pas de questions. Et c'est souvent lorsque on a, par exemple, une formation avec un manufacturier, c'est souvent la question que je vais poser. Est-ce qu'on est obligé d'utiliser votre méthode prescriptive? Voyez-vous, comme je disais, à Widex, c'était non. Chez Phonax, c'était non. Les dernières que j'ai eues, là. Chez Unitron non plus, c'était non. J'ai hâte de voir Widex. Chez Starkey, c'était embêtant parce qu'il faisait un lancement mondial Facebook Live. Fait que c'était encore, on ne pouvait pas poser de questions en levant la main. C'était un lancement, c'était aux États-Unis que ça se faisait. Mais il n'y a pas de... Je ne sais pas pourquoi, Oticon. Je vais être honnête avec toi, Patrice. Je n'ai pas de raison. Puis je leur ai posé la question. Je leur ai dit, oui, je comprends, mais vous bloquez l'accès. Je dis, puis votre méthode prescriptive, avec tous les mérites qu'elle peut avoir. De toute façon, je ne peux pas en mesurer les bénéfices. J'utilise même le DSL dans mon Verifit. J'ai pas de... Puis c'est une question que je veux poser. Je pense que c'est jeudi de cette semaine, la conférence. Fait que je vais poser la question cette semaine. Donc, DSL, Desired Sensation Level, DSL, c'est ce que ça veut dire. Les objectifs d'adaptation, méthode d'appareillage développée pour rendre le signal audible. Le signal de la parole audible, confortable et sans distorsion, protocole clinique et algorithme mathématique pour l'ajustement de prothèses auditives. Au départ, méthode DSL fonctionne adulte, enfant, méthode prescriptive, super évoluée, super bonne. Mais au départ, lorsque le Dr. Sewald avait sorti la méthode prescriptive, ça avait été concentré beaucoup chez les enfants. Donc, il y a certaines personnes qui vont toujours... avec les enfants, à la base, on utilise DSL. Elle avait été construite pour les enfants au départ. Ce qui n'est plus le cas maintenant, parce que maintenant, ça a adapté sa formule par rapport aux enfants. Mais DSL, je dirais que c'est la formule de choix pour les enfants. Pour les adultes, ça fonctionne super bien également. Donc, il n'y a pas de raison de faire un clash entre les deux à ce niveau-là. C'est une question qui est très personnelle. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Les deux sont excellentes. Là. Donc, c'est vraiment les deux objectifs d'adaptation de DSL. Donc, premier balbutiement dans fin des années 70, début des années 80. 1984, la version 1, c'était une version papier. C'était huge, comme dirait Donald Trump. C'était vraiment quelque chose qui était hyper novateur. 96, la version 4, là, on avait pour le WDRC, le Wide Dynamic Range Compression, lorsqu'on a eu l'évolution des prothèses auditives. Quand on utilisait beaucoup le WDRC à un moment donné, avec la courbe in sur haut, c'est input sur output, là, au niveau de la compression. On a eu quelque chose qui était vraiment super efficace. 2005, multicanaux, la version 5, et c'est depuis ce temps-là, 2005, ça fait quand même 15 ans, et l'évolution de la méthode avec les différents facteurs de correction pour rendre la méthode prescriptive par rapport au modèle, par rapport à l'âge, par rapport au RECD. Évidemment, elle a évolué parce que des WRECD avec le Verifit 2. Donc, on a vraiment une évolution. DSL a constamment évolué à ce niveau-là. Donc, les premières versions utilisaient des cibles de sensations sonores pour la parole amplifiée en fonction de la fréquence et des seuils auditifs. Les niveaux de sensations sonores décrivaient les niveaux de sensations vocales associés aux différents niveaux confortables en fonction des seuils auditifs. Donc, vraiment, il y a une démarche scientifique en arrière de ça. Ça décrivait les performances de reconnaissance vocale maximale chez les enfants avec perte neurosensorielle. Quand je vous disais que DSL avait été à la base développé pour les enfants, c'est que les méthodes prescriptives, au départ, avaient été faites de façon générale pour les adultes. DSL trouvait, lorsque Dr. Sewald avait dit que les enfants, on les appareille, mais on les appareille pas bien. On n'a pas de formule vraiment spécifique. Oui, c'est scientifique. Si on prend Lee Barger, si on prend Libby, si on prend tous les grands scientifiques à travers le monde, il y a encore des articles qui existent. C'est pas pour eux, puis c'est toujours bon, c'est ce qu'ils ont avancé. C'est que là, on s'attaquait vraiment à quelque chose qui était important. Je dois rendre les enfants plus performants et rendre les prothèses auditives mieux adaptées pour les enfants. Donc, les pertes neurosensorielles. Et c'est pour ça qu'on s'était concentré, en excluant la personne qui parle, on s'était concentré chez les pertes neurosensorielles parce que la majorité des enfants, la totalité, la majorité des enfants avaient des pertes neurosensorielles. Donc, on a dit, écoute, la sensation qu'on doit donner à l'enfant doit être importante. Donc, c'est vraiment
ce côté-là qu'on avait été chercher. Évidemment, la grande limite au départ, c'est que les tables de référence, les feuilles de calcul rendraient très lourde l'utilisation en clinique de DSL. C'était une méthode, oui, on le faisait, mais en laboratoire. Puis avec l'informatisation, avec la méthode 3, avec la version 3, là, on devenait vraiment la première méthode assistée par ordinateur pour l'appareillage des enfants. Donc, quand moi, j'ai gradué en 91, DSL est commencé à rentrer, puis on dit, OK, pour les enfants, avec les méthodes, avec les prothèses programmables qui arrivaient à l'époque, là, on était capable d'avoir quelque chose qui était beaucoup plus performant et là, quelque chose qui était... on disait, OK, pour les enfants, dans les centres de réadaptation, DSL, 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 ils sont restés comme ça aussi. Quand les audiologistes apprennent, que ce soit à l'Université d'Ottawa, que ce soit à l'Université de Montréal, DSL, les enfants, c'est vraiment, lorsqu'on a des discussions avec les audiologistes au centre de réadaptation, par exemple, ici à Québec, moi, à l'IRDPQ, c'est DSL. Lorsqu'on parle pour les enfants, c'est DSL. Puis quand ils tombent adultes, on garde souvent DSL également. On fait juste changer le facteur de correction, mais on garde DSL encore. Il y a eu une certaine adaptation par rapport à l'utilisation de l'amplification au niveau de DSL, donc on le garde très souvent. 96, la version 4, modernisation fournissant des prescriptions pour l'adaptation des prothèses à compression de toute la gamme de fréquences, qui est le WDRC, qui était très populaire à l'époque. Lorsqu'on a commencé avec nos prothèses programmables, puis là, on avait du WRC partout, là, c'était vraiment quelque chose, c'était beaucoup plus doux comme amplification. Les patients se plaignaient beaucoup moins au niveau de l'écrêtage des prothèses auditives qu'on avait avec des prothèses analogiques. Donc, on ramenait tout le champ dynamique dans la zone de la parole et en dessous du niveau d'inconfort du patient. Oui, Dave, je t'écoute. En fait, je voulais juste savoir, WDRC, c'est-tu Wide Dynamic Range Compression? C'est en plein ça. Là, je l'ai traduit en français, là, à compression de toute la gamme dynamique. Là. Je me suis permis, mais WDRC, c'est Wide Dynamic Range Compression, effectivement. C'est bon. Ensuite, l'algorithme, bienvenue. L'algorithme appliquait des données de semi, une adaptation curvilinéaire. Curvilinéaire, ce qu'on veut dire par là, c'est que normalement, vous avez fait des calculs en aide auditive 1, en aide auditive 2. Lorsque la compression, on avait une portion qui était linéaire. Ensuite de ça, on avait notre ni-pointe. Puis après ça, on avait quelque chose qui était coupé. Donc, c'était vraiment comme deux lignes. Curvilinéaire, c'est quand on arrive au ni-pointe, c'est qu'on a quelque chose qui est beaucoup plus en rondeur. Là. Donc, on a quelque chose qui est beaucoup plus, je dirais, qui est beaucoup plus agréable au son. Disons ça comme ça. Donc, le Wide Dynamic Range Compression et les compressions curvilinéaires, là, je dirais, on a été bombardé de ça dans le milieu des années 90, fin des années 90. C'était la nouvelle patente que les manufacturiers implantaient à l'intérieur de leurs prothèses. On faisait des appareillages qui étaient beaucoup plus confortables. Donc, dans les années 2000, on est passé de la version 4.1 à la version 5 pour tenir compte des potentiels évoqués auditifs, du tronc cérébral, donc des PTC, et l'actualisation des valeurs du RECD en fonction de l'âge pour inclure les prédictions, donc les cibles en fonction de la fréquence et de l'âge, pour un couplage avec un embout mousse. Voyez-vous, là, ça fait quand même 20 ans qu'on travaille avec DSL. T'sais, on parlait de 2000, 2005, ça fait quand même 15-20 ans qu'on travaille avec le RECD, avec les écouteurs AR, AR3, avec, puis évidemment les cibles en fonction de la fréquence de l'âge pour un couplage avec embout. Là, on disait, chez les enfants, je vous avais parlé il y a 2 semaines, on ne fait jamais d'audiogramme avec l'embout du patient, mais là, on avait l'embout mousse et l'embout avec le couplage avec l'embout. Parce qu'on avait déjà toutes les formules prescriptives étaient faites avec du TDH39, avec des écouteurs supraauriculaires. Mais là, on disait, on commence à appareiller des enfants à 8, 9, 10, 12 mois. Je n'ai pas de seuil d'audition, j'ai besoin des potentiels évoqués auditifs du tronc cérébral. J'ai besoin des potentiels. Fait que là, on avait, à ce moment-là, on était capable de faire de l'appareillage qui était quand même intéressant. Et on avait les facteurs de correction, RECD, facteurs de correction supplémentaires pour tenir compte de la grosseur du conduit auditif. Si on avait une perfo tympanique, si on avait un problème au niveau de la mobilité du tympan, parce qu'évidemment, on va avoir un reflet au niveau du conduit auditif à ce niveau-là. Donc, les objectifs spécifiques de DSL5
Éviter des niveaux de soni inconfortables pendant l'utilisation de la prothèse auditive. Qu'est-ce qu'on avait dans nos principes fondamentaux? Évidemment, d'amener notre seuil d'audition, d'amener l'amplification de la prothèse au-dessus des seuils d'audition, mais évidemment en bas de nos seuils d'inconfort, ça demeure. Prescrire une prothèse qui assure autant que possible l'audibilité des indices acoustiques importants de la parole conversationnelle. On dit, on a un peu là. La parole conversationnelle, le 65, lorsqu'on fait nos mesures 65, il faut que j'ai une prothèse auditive qui, autant que possible, va amener l'audibilité de ça. C'est super important. Aider à l'adaptation des prothèses dans les programmes de dépistage et d'intervention auditive précoce. Chez les enfants, dépistage néonatal. On a un enfant qui peut avoir un problème de surdité. Potentiel évoqué auditif, appareillage. Donc, les enfants peuvent être appareillés à 4-5 mois, là. Super rapide. T'sais, on n'attend pas à ce que l'enfant ait 3-4 ans, que là, parce qu'au début, dans l'acquisition du langage, à un moment donné, un enfant va gazouiller normalement, même s'il y a une surdité totale. Donc, il n'y a aucun seuil d'audition. L'enfant va gazouiller, puis à un moment donné, il va arrêter, parce que là, puisqu'il n'entend plus, il n'entend pas, et l'enfant, par mimétisme, c'est comme ça qu'il commence à parler parce qu'il nous entend. À un moment donné, il n'y a plus rien. Mais là, il est beaucoup trop tard. Ben, pas trop tard, mais il est beaucoup plus tard. Alors que lorsqu'on fait des potentiels évoqués auditifs, tac, on est capable de le savoir rapidement dans les programmes de dépistage, puis on intervient super rapide chez des enfants. Définir la compression de la prothèse auditive qui convient à l'importance et à la configuration de la perte. Nos principes fondamentaux et complémentaires se retrouvent exactement dans ces objectifs spécifiques-là. Ça vise à mettre quoi? Ça vise à mettre à la disposition de l'utilisateur une large gamme de niveaux d'entrée différents, faible, fort, moyen, tout le temps. Aider le système auditif aux différents besoins, adapter, le système auditif aux différents besoins d'écoute des gens atteints de perte congénitale ou acquise. Donc, on veut couvrir toutes les pertes pour s'assurer de donner une audibilité maximale, puis prendre en compte les différents besoins en environnement calme et en environnement bruyant. Donc, tout ça, ça fait partie des facteurs de correction qui sont intrinsèquement liés à la méthode DSL. Donc, introduction de d'autres facteurs de correction, si c'est un adulte, si on a un évent, si c'est une perte de conduction et ou une perte mixte. Parce qu'évidemment, et ça, c'est super important, lorsqu'on rentre la perte auditive à l'intérieur du VeriFit, si j'ai des seuils osseux, il faut les entrer. C'est obligatoire. C'est un des facteurs de correction qui va nous amener plus de gains. Si j'ai une perte neurosensorielle, je peux avoir une pathologie rétrocochléaire qui va faire que j'ai besoin de beaucoup moins de gains. Alors qu'avec une perte de conduction, il faut que je passe à travers cette obstruction-là, ou une perte mixte. Donc, il faut que je passe à travers l'obstruction conductive pour amener du gain. Donc, j'ai besoin de plus de gains. Donc, c'est important d'avoir ça. Et dites-vous une chose, que si vous ne l'entrez pas à l'intérieur du VeriFit, je vais le savoir. Évidemment, c'est moi qui vous donne un auditif 4, puis si à un moment donné, la putain de COVID finit par se calmer, puis finit par arrêter de nous faire suer, et qu'on puisse se voir vraiment en cours, c'est que si vous ne l'entrez pas, je vais le voir. Puis si vous ne l'entrez pas durant votre patient de prestage, on va le voir. Si vous ne l'entrez pas en stage, on va le voir. Puis si vous ne l'entrez pas, puis vous faites un rapport à un audiologiste, l'audiologiste va le voir. Fait que, c'est que ça fait partie des éléments qui sont importants. Bien que DSL est en constante évolution, les objectifs, les buts n'ont pas changé. Ça demeure toujours les mêmes. C'est ce qui est à la base de la création de DSL. On va voir mal après la pause, si ça vous convient. On va se prendre un petit 10 minutes. C'est pour ça vous me voyez à regarder l'heure, c'est parce que je vais être sûr qu'on se donne et on se revoit dans 10 minutes. Ça vous convient? Yes! Patrice? Oui! Est-ce que tu as dit que Oticon allait tout changer? Dans le fond, ils font un nouveau lancement complet ou? Oui, c'est ce qu'ils me disaient, changement de paradigme, lancement complet de... Faudrait que la Velox S serait remplacée ou oui. Ils vont garder... Je dis oui. Je ne sais pas, ça va peut-être la Velox 2.0, je ne sais pas. C'est cette semaine, il me semble que j'ai ça, mon calendrier, il me semble que c'est jeudi là, que j'ai une formation avec eux autres. Là, OK, c'est juste parce que j'avais commencé comme le travail, là, fait que là... Oui, non, mais non, on n'aura pas accès à cette nouvelle version-là. Okay. Fais-le sur la dernière disponible. Je vais vous donner quelques petits détails, là.
à la fin du cours sur le travail. Là. Parce que là, ils sont en train de tout sortir des nouvelles. À cause du nouveaux congrès? trucs, là. Ben, le congrès, il est virtuel, le congrès, c'est toutes des conférences qu'on a, fait que c'est pas... Non, je te dirais, le AAA n'a pas eu lieu. D'habitude, ils sortent tout pour le AAA. Là, évidemment, ça n'a pas eu lieu, donc ils ont comme retardé. Alors, en tout cas, honnêtement, ça fait 2 ans au moins qu'ils n'ont rien lancé de neuf. Là. C'est pas... Oui, ils ont changé pour de la Z-Power pour leur solution lithium-ion, mais ils n'ont rien sorti de neuf. Là. Ils ont même pas... Quand ils ont sorti leur dernier CIC, c'était une régression qu'on avait, alors que sur la plateforme précédente, on avait des CIC qui étaient Bluetooth avec l'interface. Ce qu'on n'a pas eu avec la nouvelle version quand ils ont sorti les Open en RIC. Parce que, tu sais, quand tu demandes les dernières, ça veut dire que toi, par exemple, il y a eu la Velox, mais il y a eu la Velox S. Ça veut dire que tu veux, vu que la Velox S est la dernière, tu voudrais juste qu'on te parle de celle-là. Donc, exact. Parce qu'ils font différents modèles, qu'il y en a qui sont vraiment comme avec les anciennes. Fait que ça nous limite quand même, là, parce que quand je regardais Oticon, c'est pas une compagnie avec qui on travaille. Là, fait que je vais apprendre à la connaître, mais j'étais comme, il n'y a pas beaucoup de prothèses qui ont mis la Velox S à l'intérieur. Fait que. Oui, mais tu pourrais, c'est pour ça que, étant donné que le portfolio est relativement restreint sur la Velox S, tu pourrais prendre la Velox S puis la Velox, par exemple. Pour aller chercher les modèles intra. Tu pourrais aller chercher les modèles intra. Rien, là, c'est ça. Là. Ben, tu as une coupe de RIC, puis c'est tout. Oui, c'est ça. Fait que là, dans ton travail, je savais pas, il n'y aura pas grand contenu. Là. OK, c'est ça, bon, mais c'est pour ça, on en reparle tout à l'heure. OK, merci. Bienvenue. Et tout, là, c'est... tout le travail. Oui, c'est ça. Puis ceux qui travaillent aussi, de plus en plus, je lisais plein d'articles en fin de semaine dans la presse plus et tout ça sur les édifices à bureaux. Entre autres, il y avait une firme d'avocats à Montréal. Il disait, écoute, vas-tu vraiment avoir besoin de 75 000 pieds carrés au centre-ville à Montréal? Ils avaient transformé une de leurs salles de conférence en salle de plaidoirie parce qu'ils disaient encore là, les avocats plaidaient de leur chambre à coucher. C'est pas tout le monde qui est... moi, ça va bien à la maison, j'ai un bureau, j'ai une pièce qui est un bureau. Moi, dans la nouvelle maison qu'on a achetée, c'était prévu comme ça. Là. Ça faisait longtemps que je voulais un bureau, pas être dans la salle à manger, pas être... c'est pas tout le monde qui est comme ça. Tu as l'habitude d'aller au boulot, tu as l'habitude d'aller au bureau. Quand tu te promènes en ville, à Québec, c'est pas en fin de semaine, on s'est promené, il y avait un peu d'animation sur Saint-Jean, quand on était se promener samedi, pas hier parce qu'il pleuvait des cordes. Mais il y a un peu d'animation, mais pas autant que ce qu'on pouvait avoir avant. Il n'y a pas de bateau de croisière. Dans le vieux, c'est calme en tableau. Marc, tu peux rentrer dans n'importe quel resto, mais c'est dur pour les restaurants, c'est dur pour les... Tu n'as pas de centre-ville à Québec, tu as des restos qui ne rouvrent pas, non? Tu n'as pas de fonctionnaires, tu n'as pas de gens dans les bureaux, tu n'as pas les tout. Moi, la clinique que j'ai à Sainte-Foy, à côté, c'est un nouveau bureau qui vient d'être construit. Il venait de finir les rénovations au moment où tout a clenché, tout a flanché. Ils n'ont même pas réouvert. C'est une firme de consultants en informatique. C'est assez... Nous autres, sur l'étage, on est 2. Il y a une firme de placement, Peak Performance, puis eux autres, je ne me souviens plus du nom. Puis on est tout seul à être là. On a l'étage à nous autres seuls. C'est assez... On est des toilettes privées. Surtout dans les 2 dernières semaines, là, avec l'annonce qu'il y a eu, puis la couverture médiatique à l'apocatière qui a été un petit peu sévère, à mon avis, là, pour faire peur à tout le monde. C'est pas très fiable, les médias, ces temps-ci, un petit peu de sensationnalisme. Ces temps-ci, je ne sais pas, ils ne sont pas fiables depuis, je pense, un Christy de bout, mais bon. C'est pour ça qu'il faut avoir plusieurs sources. Tu sais, comme au restaurant, nous autres, en fin de semaine, j'ai jamais vu ça tranquille comme ça. C'était un samedi qui avait l'air d'un mardi soir. Là. OK, pourtant, il faisait beau samedi, là. C'était une belle journée samedi, là. Mais le monde a peur, là. Ils sortent plus, là. Non, c'est ça. Ça commençait à reprendre. Puis là, ça vient de reflancher encore. Là. Nous autres, sur Saint-Jean, là, nous autres, quand on était se promener, là, il commençait à avoir des files pour dîner. Là. Nous autres, on était prendre un café sur une terrasse, puis il y avait beaucoup de monde. À la Place Royale, là, on avait été là, il y avait beaucoup de monde. C'était le fun. On sentait qu'il y avait de la vie là, sur les terrasses, dans le petit Champlain. Là, c'était le fun pour ça. Bon, trêve de... C'est intéressant. C'est ça qui me manque avec vous autres, de ne pas être sur place. C'est de jaser de ce genre d'affaires-là. Je déteste ça en ligne, vous ne pouvez pas savoir. Question de Jessie, super pertinente.
Pour l'examen, doit-on étudier seulement les formules actuelles, car on a quand même passé vite sur les anciennes? Effectivement, Jessie, on a passé vite. C'était voulu parce que c'est inutile. C'était juste pour vous faire un historique d'où on vient. C'est DSL et NAL qu'il faut regarder. Jamais je vais vous poser une question. Vous savez la méthode Lee-Barger, de machin, de trucs, de Libby, de Pogo, de NAL, de... Non, c'est jamais. Je ne vous pose pas de questions là-dessus. C'est non pertinent, puis c'est l'art de faire, d'essayer d'avoir des questions un peu poches pour... Non, fait que c'est pas nécessaire. C'est pour ça qu'on a passé assez vite. C'était juste pour vous montrer qu'il y en avait plusieurs. C'est NAL et DSL. C'est vraiment ça. Principes fondamentaux, principes complémentaires, NAL d'où ça vient, DSL d'où ça vient. C'est vraiment dans cet objectif-là là, qu'on le fait. Donc, on était rendu ici. Tout le monde voit mon écran? Donc, vous faites sûrement oui de la tête, mais je ne vous vois pas. Vous voyez mon écran? Good, merci. Parce que j'avais réduit les photos, c'est pour ça. Donc, NAL, National Acoustics Lab, c'est ça que ça veut dire, NAL, N-A-L. Laboratoire australien, 99. Bon, évidemment, ça date, on a vu tantôt, ça datait des années 70. Je ne vous demanderai pas depuis quand existe NAL, c'est ridicule. Donc, en 99, NAL NL1 pour les WDRC. On voyait au tournant des années 2000 pour DSL, le WDRC, le Wide Dynamic Range Compression. Là, NAL NL1 a vraiment inclus ça à l'intérieur. Et voyez, on a vu quoi autour de 2005 pour les multicanaux chez DSL. On est arrivé avec NAL NL2 pour les multicanaux en 2007. Donc, tu sais, ils se suivent. C'est nos formules prescriptives qu'on utilise, NAL, NL1 et NL2 et DSL. Donc, la définition au niveau de NAL, la formule d'appareillage développée pour que le malentendant reçoive une amplification optimisée en offrant de l'intelligibilité et du confort. DSL, on parlait d'audibilité, donc de rendre les sons audibles. Là, on parle d'intelligibilité, donc on parle de définition sonore et de confort. Le but, maximiser l'intelligibilité vocale tout en maintenant la sonie globale à un niveau qui ne soit pas supérieur à celui d'une personne normo-entendante pour le même son. Et ça, c'est super important. DSL, avait été développé, je dis on, avait été développé pour les enfants en redonnant une audibilité. Plus je rends d'énergie audible, donc le patient va être capable de l'apercevoir et d'être capable d'entendre. Là, on parle d'intelligibilité, mais évidemment, il faut toujours garder en tête qu'une personne avec une surdité, même appareillée, n'entend pas mieux qu'une personne qui a une audition normale, qu'une personne normo-entendante. Donc ça, c'est... À la base, eux autres, ils disaient, parce que tu ne dois pas percevoir des sons que, tu sais, souvent les patients, lorsqu'on les appareille, ils disent « Ah, mais là, avec mes prothèses, j'entends. » Non, vous ne pouvez pas entendre au-delà d'une personne qui a une audition normale. Malgré qu'avec les nouvelles générations de prothèses auditives qu'on a maintenant, là, fin 2020, là, on a une réduction on a des réducteurs de bruit intenses, des réducteurs de bruit, rehaussement de la parole. Puis là, tu te demandes, tu te dis, écoute, je devrais-tu en porter une quand je suis en milieu bruyant parce que je vais être plus performant que juste avec mes oreilles normales. Donc, on s'en vient vers quelque chose qui est quand même super intéressant au niveau des prothèses auditives et qui est vraiment hyper performant. Là. Écoutez, on est capable d'avoir, c'est chez Starkey la semaine passée, tu sais, sur nos téléphones intelligents, on est capable de savoir, mettons, je suis capable de repérer où est mon téléphone, où est ci, où est ça. On est capable de repérer où est la prothèse auditive. Bien, chez Starkey, tu demandes à la prothèse où est mon téléphone, puis tu es capable de la prothèse va faire sonner ton téléphone comme on le fait avec notre montre, par exemple. C'est des gadgets, là, mais c'est énormément de trucs qu'on est capable de faire avec les prothèses. Maintenant. Donc, évidemment, différents paramètres, l'âge, le sexe. Je ne sais pas pourquoi le sexe. Évidemment, homme-femme ont un spectre vocal différent, mais l'amplification, je ne sais pas, la langue tonale ou non tonale. Les langues tonales sont les langues asiatiques. Les langues non tonales sont comme nous, français, anglais, espagnol, italien, allemand, néerlandais, polonais, portugais. Et les langues tonales qui sont les langues asiatiques, chinois, le japonais, le thaïlandais, toutes les langues de l'Asie. Donc, c'est important et ça fait partie des facteurs de correction. Évidemment, de la perte auditive, de l'expérience du patient. C'est un nouveau porteur ou un ancien porteur, ça va avoir une différence.
Oui, tu vas avoir des exceptions, des porteurs expérimentés qui ne prennent pas de gains, puis des nouveaux porteurs qui prennent beaucoup de gains, mais d'emblée, un porteur expérimenté va faire qu'on va avoir un facteur de correction. La binauralité, évidemment, déjà qu'on parlait dans les années 80, que là, on tenait compte, même dans les années 70, la binauralité, il faut diminuer de 3 à 6 décibels. Donc, dans la méthode prescriptive, évidemment, dans les laboratoires, si on y avait accès, je vous fais travailler là-dessus. Donc, quand on met la formule prescriptive, NAL et DSL, c'est quoi la différence sur tes cibles? Puis quand je mets binaural et monoral, quand je mets du osseux, quand je n'en mets pas, c'est quoi la différence? C'est intéressant de voir parce que chacun de ces paramètres-là est important. Capacité cognitive, dans la méthode NAL, ils en parlent, mais ce n'est pas un facteur qui est, comment je veux dire ça, normé. C'est-à-dire, est-ce qu'éventuellement, on aura probablement, écoutez, avec tout ce qui est sorti sur la privation sensorielle, sur les facteurs de comorbidité de la perte auditive, tous ces facteurs-là, donc de la capacité cognitive, éventuellement, c'est sûr qu'on va y arriver à brève échéance, je vous dirais, c'est qu'on va avoir une façon de mesurer quelque chose qui est normé, qui fera partie probablement de l'évaluation en audiologie, ou que ce sera nous qui le ferons. Donc, d'avoir une espèce de questionnaire où là, on aura une capacité cognitive qui nous donnera un facteur de correction supplémentaire à entrer à l'intérieur des différents patients. Et on a également la méthode prévoit l'intensité des auto-émissions acoustiques. Ce n'est pas quelque chose qui est mesuré d'emblée, les auto-émissions acoustiques, mais éventuellement, ça va probablement faire partie de la panoplie des mesures qui s'offriront à nous. Donc, ça nous fera un facteur de correction supplémentaire. Posez-moi pas la question, c'est quoi une auto-émission acoustique? Je n'ai pas lu beaucoup là-dessus. Ça ne fait pas partie de notre champ d'expertise à la base. C'est une mesure objective. On place un senseur à l'intérieur de l'oreille et on mesure quelle est la... Je ne m'embarque pas là-dedans, mais c'est pas... Mais vous pourrez lire juste à taper auto-émission acoustique sur Google, puis on va être capable de trouver. Mais ça, éventuellement, on aura une donnée supplémentaire qu'on entrera dans nos facteurs de correction parce que tout ce qu'on est capable d'ajouter va venir préciser et vraiment personnaliser notre adaptation. Donc, comme on peut voir, entre NAL-NL1 et NAL-NL2, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est lorsqu'on on voit NAL-NL1 dans le premier graphique avec 55 dB d'input, 65 et 75, on voit que NAL-NL1 nous donne plus de puissance dans les fréquences médianes, mais moins dans les hautes fréquences, alors que NAL-NL2 nous en donne moins dans les fréquences médianes, mais nous en donne un peu plus en haute fréquence. Donc, NAL-NL1 d'emblée va nous donner un peu plus de gain parce que les fréquences médianes, il faut comprendre que c'est les fréquences de la parole. Mais en haute fréquence, tout dépendant de la perte auditive qu'on peut avoir, souvent, on est en bas des seuils d'audition. Voyez-vous, là, à partir d'à peu près quoi? 2500, c'est à peu près ça. Là, ça fait à peu près 2005, 3000. Là. On voit là, que là, à partir d'ici, on a moins de gains avec NAL-NL1 que NAL-NL2. En haute fréquence, à 75 dB, on voit là, que c'est à partir d'à peu près 6300 Hz. C'est binaire, c'est quand même pas énorme. Mais on le voit vraiment à 55. Mais ça dépend toujours de ta perte auditive parce que souvent, on va avoir une perte qui va être importante. Donc, souvent, nos seuils, nos cibles sont en bas. Nos seuils, pardon, sont en bas de nos cibles. Donc, j'y arriverai jamais. Là, peu importe où nos cibles sont en bas de nos seuils, pardon. Je recommence. Souvent, en haute fréquence, avec une perte importante, nos cibles sont en bas de nos seuils d'audition. Donc, ils ne sont pas perçus. Donc, même si je suis pile sur la cible, j'ai fait un ajustement qui est optimal, écoute, je suis fier de moi, le patient ne les perçoit pas. Et on va le voir, entre autres, dans des pertes qui sont très importantes. Je vais juste vous partager quelque chose. Je vais prendre juste un tableau blanc. Lorsqu'on a une perte, là, je dessine très mal, là, mais vous allez comprendre, là, notre diagramme qui est fait comme ça. Je dessine mal, riez de moi, vous avez le droit. Donc, on a nos décibels qui sont ici. Décibels, puis nos fréquences qui sont là. Et un enfant de 3 ans, ça va bien. Tu sais qu'on a des pertes auditives là, qui sont comme ça, mais qui descendent beaucoup, là, des pertes de type industriel, là, par exemple. Là. Bien, souvent,
dans cette zone-là, en haute fréquence, bien souvent, nos cibles sont en bas de nos seuils. Fait que, même si je suis super bien adapté, le patient ne les perçoit pas. Fait que, ça a quand même une influence qui est quand même importante là, à cet égard-là. Là. Donc, c'est pour ça que souvent, oui, je vais avoir plus de gains avec NAL-NL2 en haute fréquence, mais des fois, c'est pas d'avantage de toute façon. Donc, quand j'ai besoin de plus de gains, ce que je vous disais tantôt, j'ai besoin de plus de gains, je vais utiliser quoi? Je vais utiliser NAL-NL1. Il nous donne déjà plus de gains dans les fréquences médianes, qui sont les fréquences principalement responsables de la parole. Donc, la comparaison DSL, NAL-NL1, NAL-NL2. Oui, Patrice? Donc, la différence entre NL1 et NL2, ce n'est pas uniquement la technologie, c'est en fonction des besoins du patient. Absolument. On va choisir NL1 ou NL2. Oui, bien, en fin de compte, ton critère de choix au départ, ton patient qui aurait une perte conductive, si tu travailles avec NAL, par exemple, ton patient a une perte conductive, j'ai besoin de plus de gains NAL-NL1, pas NAL-NL2. Ça me donne plus de gains en fréquence médiane. Donc, la NL1 me donne plus de gains. J'ai besoin de plus de gains, je vais avoir tendance à choisir cette méthode-là. Ça va? OK. Mais NL2 est possible à cause de la technologie des multicanaux. Oui, c'est parce que c'est un facteur de correction par rapport aux multicanaux. C'était juste, en fait, c'est que l'évolution de la prothèse, l'évolution de la méthode prescriptive, ils ont ajouté les multicanaux, mais NAL-NL1, effectivement, on tenait compte du WDRC, sauf que maintenant, les méthodes sont adaptées aux multicanaux. NAL-NL1 ou NAL-NL2, par exemple, on va avoir ces facteurs de correction. Okay. De toute façon, ils n'ont pas été statiques dans le temps. C'est dans l'histoire, c'est que oui, quand les WDRC sont arrivés, ils ont placé NAL-NL1 parce qu'on travaillait avec ça, mais quand les multicanaux, ils ont développé NAL-NL2. On utilise NL1 maintenant quand même si on a des prothèses multicanaux, ce n'est pas un problème. Marianne, question? Tu avais la main levée? Oui, je me demandais, Patrice, si tu dis que souvent là, tes cibles vont être en dessous en fait, de la perte d'audition en haute fréquence, est-ce que tu vas quand même aller chercher tes cibles, même si tu sais que le client il va pas l'entendre? Oui, tu vas aller chercher tes cibles parce que quand tu vas utiliser le principe d'abaissement fréquentiel qu'on va voir un peu plus tard dans la session, que ce soit de la compression, de la translation, de la transposition, c'est qu'il faut que pour que tu sois sur tes cibles, parce que le déplacement que tu vas faire de tes hautes fréquences vers les zones audibles, ça va avoir une influence. Fait que si tu n'es pas sur tes cibles, tu n'auras pas suffisamment de gains. Fait que oui, ça va avoir une influence. Je te dirais que tu ne perdras pas 2 heures à essayer d'aller chercher 8000 Hz, là. On s'entend. Mais tu sais, grosso modo, ton 4000, ton 5000, ton 6000, tu vas t'organiser pour être suffisamment proche de ta cible parce que ton principe d'abaissement fréquentiel, il va y avoir une influence à cet égard-là. Bienvenue. Dave, tu avais la main levée? Oui, bien, en fait, c'est un peu en fonction de tout là, avec les cibles. Mais si, admettons, tes cibles sont en dessous de ton seuil d'audition, comme tu disais, mais si tu viens, genre, mettre tes cibles, tu peux pas, genre, sous-amplifier, fait que rendre pire l'audition de ton patient, genre? Non, parce que ta méthode prescriptive tient compte de tes seuils d'audition. Donc, c'est ce que tu as comme cible. Puis le problème, c'est que si tu rends ça plus fort, en haute fréquence, tu vas avoir quoi? Un problème de sifflement, probablement du feedback. Le patient pourrait arriver et te dire c'est métallique. Même s'il ne perçoit pas, il va avoir comme une sensation de déformation parce qu'il faut penser une chose. La méthode prescriptive, c'est une méthode qui est équilibrée. Quels sont nos principes fondamentaux, nos principes complémentaires? Pas de suramplifier tes basses fréquences pour masquer tes hautes fréquences. Donc c'est ça. D'avoir de l'audibilité, d'avoir ton maillon, d'avoir tout ça. Fait que ta méthode prescriptive, elle est équilibrée. Tout ça, là, de la façon qu'elle est pensée, elle est équilibrée. Fait que si tu viens, toi, surcompenser, par exemple, parce que tu n'es pas sur tes hautes fréquences, là, ton patient va dire non, c'est métallique, non, ça résonne, j'ai du feedback, fait qu'on va avoir des problèmes. Fait que vraiment, il faut être sur nos cibles. Le patient pourrait trouver ça pas assez fort, ça se peut, je vais lui donner un peu plus de gain, mais je n'arriverai pas à ça serait une erreur complète de compenser, de te dire je suis en bas de mes cibles et ils sont en bas de mon seuil d'audition, je vais prendre mon amplification puis je vais l'amener à mes seuils d'audition. Non, il ne faut pas faire ça jamais.
Parce que c'est là, comme je disais à Marianne, c'est que tu vas utiliser ton principe d'abaissement fréquentiel, peu importe lequel, et si tu es suramplifié, si tu as surcompensé tes hautes fréquences, tu vas venir tout déséquilibrer à ce moment-là, puis ton principe d'abaissement fréquentiel, ça va être tout mélangé. Tu vas mesurer, ça va être complètement débile, ça n'aura pas de suite logique. C'est pour ça que le principe d'abaissement fréquentiel, cet algorithme-là, quand il est arrivé sur le marché, au début, on disait, ouais, là, le premier qui l'a emmené, c'est Widex, il y a plusieurs années, puis j'avais questionné Widex à l'époque, puis ça a reculé il y a 15 ans, 15-20 ans. Je leur disais, oui, mais vous ne viendrez pas mélanger tout le monde. Quelqu'un qui ne perçoit pas les hautes fréquences, vous les amenez dans des fréquences audibles, mais il est déjà habitué d'entendre d'une certaine façon, il ne viendrait pas tout mélanger. Bon, c'était Jannick Loriot qui donnait, Jannick est encore là d'ailleurs chez Widex. Elle n'avait pas de réponse. C'était pas, mais maintenant, on sait, avec tout ce qu'on a pu lire sur l'abaissement fréquentiel, va venir apporter un supplément à ce niveau-là. Donc, c'est soudainement prouvé. C'est pour ça que oui, il faut être sur les cibles, comme je dis à Anne-Marianne, mais Dave, il ne faut pas surcompenser pour venir chercher tes seuils. Ça serait une erreur de faire ça. Ça va? D'autres questions? Oui, Jonathan? Compte tenu que généralement, on essaie d'amplifier le plus possible dans la zone auditive, dans les zones de fréquence des voix, la NL2, c'est lorsqu'on a besoin de moins de gain, on va finir par avoir une meilleure qualité sonore. Pourquoi qu'on s'en sert en tant que tel? Parce que les différences sont juste en haute fréquence, puis il n'y a pas une immense variable. En fin de compte, je vais te dire, moi, j'utilise beaucoup NAL NL2. J'obtiens de très, très bons résultats. Je vais utiliser NAL NL1 ou DSL lorsque j'ai besoin de plus de gain. Il y a des gens qui utilisent que DSL, il y a des gens qui utilisent que NAL NL1, il y a des gens qui utilisent que NAL NL2. Il n'y a pas vraiment de... Il faut utiliser une méthode prescriptive et tu es habitué de travailler avec elle. Moi, je suis habitué, j'ai configuré mon ordi de travail, j'ai configuré avec NAL NL2. Mon Verifit est configuré comme ça. C'est très personnel. Quelqu'un dirait, moi, je travaille juste avec DSL. Good! Tu as choisi une des méthodes prescriptives éprouvées. Ça fonctionne bien, tu obtiens des bons résultats, tes patients sont contents. Perfect. Quand ton patient n'est pas content, qu'est-ce que tu fais? Tu changes, tout simplement. Mais dans mon cas, je sais que quand j'ai besoin de plus de gains, je n'utilise pas NAL NL2. Je vais utiliser NL1 ou je vais utiliser DSL. Puis la diapo que je vais vous présenter dans quelques secondes nous montre DSL nous donne plus de gains. Plus de gains, pourquoi? Le fondement, le principe de DSL, c'était d'amener de l'audibilité. L'audibilité, c'est d'amener de l'énergie de la parole. C'est pour ça que c'est plus fort. Alors que l'autre, c'est de l'intelligibilité. C'est pour ça que c'est un peu moins fort. Je vais amener dans ma Sony, c'est pour ça de garder une Sony globale. C'est pour ça, c'est là la différence. Mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode prescriptive. Ben oui, il y en a des mauvaises que tu utilises, toi, ta personnelle que tu as inventée en mangeant un bagel le matin. C'est pas ce qui n'est pas une bonne idée. Ben, tu peux. Écoute, déjà quelqu'un dans un congrès nous était arrivé out of the blue, puis il disait « Ah, mais je suis en train d'inventer une méthode prescriptive. » Bon, on l'attend toujours, puis il a pris sa retraite. De toute façon, c'est une espèce d'illuminé. On en a une couple de rigolos dans la profession. Là, c'est pas, ils prennent la parole, par exemple, là, puis ils te sortent une affaire. Là, tu dis hey, non, tailleul.com, c'est pas assis-toi, prends ce cours, prends un café. Là, dis pas ça. Fais pas ça. C'est pas bien. C'est pour ça, effectivement, comme tu dis, Jonathan, c'est la méthode, mais encore là, c'est toujours une question d'équilibre. Comme je disais à Dave tantôt, c'est que la méthode prescriptive, peu importe celle que vous utilisez, elle est équilibrée par rapport aux fondements principaux et complémentaires des méthodes prescriptives. Il faut garder DSL, c'est de l'intelligibilité, c'est de l'audibilité, pardon, et NAL, c'est de l'intelligibilité. Donc, c'est simplement pour ça qu'on voit cette différence-là. Mais si on regarde, si on fait un graphique, la comparaison entre DSL adulte, c'était pas enfant, NAL NL1 et NAL NL2, voyez-vous, NAL NL1 me donne plus de gains, NAL NL1 m'en donne plus et NAL NL2 m'en donne moins. Puis là, on voit les seuils d'audition. Fait qu'on voit que lorsque j'ai besoin de beaucoup plus de gains, encore là, j'ai besoin de beaucoup plus combien? C'est DSL adulte, c'est pas DSL enfant. Donc, on part vraiment chez des adultes. Donc, NAL NL1 m'en donne plus, NAL NL2 m'en donne moins, DSL me donne comme entre les deux, si on veut. On peut voir. Mais quelqu'un qui travaille qu'avec DSL, c'est excellent. On parle d'une perte auditive modérée, on ne parle pas d'une perte auditive, des seuils à 65. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Ces trois méthodes-là, c'est des méthodes éprouvées scientifiquement, utilisées à travers le monde, qui se renouvellent selon les différentes recherches qui se font. Fine, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'il faut être capable de comprendre la différence entre et de dire j'ai besoin de plus de gains,
j'ai un patient avec une perte conductive, personnellement, mais ça, c'est Patrice Pelletier, audioprothésiste, ce n'est pas le prof qui vous dit ça. C'est moi, je vais avoir tendance à utiliser NAL-NL1, puis s'il trouve ça trop fort, je vais revenir à DSL. DSL me donne plus de gains que NAL-NL2. Mais personnellement, ça, c'est un choix qui est très personnel. Vous allez parler à Daniel, Daniel utilise peut-être DSL+, puis c'est correct comme ça. Vous allez parler avec Olivier, vous allez parler avec... on va utiliser, chacun va utiliser une méthode prescriptive avec laquelle il est à l'aise, il comprend, puis c'est une façon de fonctionner. Parce que le but, c'est pas de faire ça mécaniquement. Le but, c'est de le faire intelligemment. Et c'est je comprends ce que je fais, je comprends ce que je vois, je comprends ce que je suis en train de faire. Et c'est la base, elle est là. Donc, voyez-vous, sur une perte profonde, la même chose, 65, voyez-vous, DSL me donne plus de gains ici, mais voyez-vous, quand je vous disais là, que mes cibles sont en bas de mes seuils, là, regardez dans l'NL1, c'est une perte profonde. J'ai besoin de plus de gains, je suis à peine sur mes seuils. Alors que, voyez-vous, DSL et NAL-NL2, pour une perte sévère à profonde, on avait une perte modérée tantôt. Si on revient juste à la diapo d'avant, la perte modérée, voyez-vous, il y a quoi? Peut-être à 8000 Hz, je suis en dessous, là, mais vous voyez, tous mes seuils sont au-dessus. Oui, Derek, je t'écoute. Mettons qu'il y a un audioprothésiste qui a utilisé, pour adapter sa prothèse, il a utilisé la formule NSL. Est-ce qu'on peut utiliser... NSL, DSL? DSL. Est-ce qu'on pourrait utiliser la NAL après? Ou bien il faudrait vraiment rester avec la DSL? Bien, je te dirais, c'est parce que là, tu vas avoir tellement de changements à faire. Si le patient est adapté, par exemple, avec DSL, tu continues en DSL. Il faut... Oui, moi, je te dirais, mettons, on travaille ensemble. Tu travailles avec mon bureau. Ouais. Audioprothésiste, je suis audioprothésiste. Moi, j'utilise dans l'NL2. Tu vois un de mes patients parce que je suis en vacances. Puis toi, tu as configuré ton ordi parce que tu aimes travailler avec DSL, bien, là, il faut que tu changes, il faut que tu travailles en NAL-NL2 parce que si tu refais des mesures avec le patient, là, tu vas tout le réappareiller au complet, puis ce n'est pas le but. Ouais. Mettons, tu ferais une vérification de l'amplification juste pour être sûr que tout est correct. Tu vas mettre dans l'NL2, c'est ça qui est utilisé. Si tu mets DSL, tu vas tout changer, puis là, le patient va revenir 2 semaines après, mais je reviens de vacances, tu dis « Ah, j'ai rencontré M. Paradis, c'est pareil que c'est un petit nouveau, hein, parce que là, il a tout déréglé ma prothèse, puis il a tout... je t'agace. C'est bon. C'est pas, il faut faire attention de savoir quel type de méthode est utilisé. Et c'est là que, par exemple, avec nos audiologistes au CR, au Centre de réadaptation, où, par exemple, eux autres utilisent DSL, nous autres, on a utilisé NAL, il faut se parler avant qu'on se mette à jouer sur la prothèse. Ils ont utilisé WRECD ou nous autres RECD. Ils ont utilisé. Fait que, il faut vraiment avoir les mêmes paramètres. Ce qui va nous permettre d'avoir une discussion, au lieu que de me faire dire, l'autre, il manque de gain à 6000. Ben oui, mais tu utilises DSL, j'ai utilisé NAL. Comment de mène 6000? Là? C'est pas. Je vous laisse. J'ai compté, là, c'était à vous autres, c'était en 3e année. Je me suis assigné avec une audiologiste de la Rive-Sud on parlait du SII dans l'ajustement. J'ai comme respiré par le nez, j'ai dit, bon, ça va être beau, on va relaxer. C'est une nouvelle audiologiste, elle vient de sortir, elle pense qu'elle connaît tout. Parce que là, j'étais en train de grimper sur mon bureau, là, puis j'ai commencé à avoir de l'écume sur le bord des lèvres. C'était pas... Oui, Caroline K. En fait, je voulais savoir, il n'y a pas une méthode de savoir, par exemple, en pluguant la prothèse, OK, on est en DSL, OK, on est en NAL. Oui, non, mais oui, tu vas le voir quand tu vas brancher la prothèse auditive, tu vas la lire, tu vas voir quelle méthode il est utilisée. Si c'était la méthode prescriptive maison, tu vas le voir. Lorsqu'on va faire le tour des logiciels à la prochaine session, on branche tes prothèses, tu le vois. Oui, tu le vois. Puis de toute façon, dans le dossier, tu vas le voir parce que sur ta mesure REAR, tu as la méthode prescriptive. Fait que tu as plusieurs façons de le voir. Oui, en branchant la prothèse. Ça, si tu n'as pas de dossier du patient parce qu'il vient d'ailleurs, par exemple. Mais si le patient vient d'ailleurs, c'est que soit qu'il est content et il est venu nous voir parce qu'il a déménagé, ou s'il a changé de bureau, c'est parce qu'il n'est pas content de sa prothèse. Souvent, tu vas faire un appareillage au complet. Mais à ce moment-là, tu n'as pas de chance de te tromper. Justement, par exemple, on disait avec des règles qui changent la prothèse, il n'y a pas de chance que ça arrive s'il voit. Non, il va le voir. DSL, ben, il continue en DSL. C'est ça, exact. C'est ça, il va le voir. Il faut que tu fasses attention, effectivement, de ne pas. Parce que vous êtes des pros du pitonnage, votre génération. Là, vous avez l'index super rapide. Fait que, il faut être attentif, il faut regarder, il faut comme prendre une pause. Tu évalues le dossier, tu regardes, tu dis oui, M. Pelletier, vous avez cette prothèse auditive-là.
oui, on a des vérifications à faire aujourd'hui avec votre prothèse auditive. Là, tu regardes son RER, tu dis, ah, OK, on utilise DSL. Là, tu vas faire le changement là pour être sûr. Oui, tu prends le temps d'analyser le dossier. Il y a toujours une phase d'analyse dans le dossier. Tu sais, le patient vient de voir, ah, ça fonctionne bien, il n'y a pas de problème, parfait, on continue, puis on fait juste faire la vérification et non un réappareillage complet. Donc, comme on voyait pour la perte modérée, mais comme je vous disais tantôt, lorsqu'on est avec une perte profonde, sévère et profonde, voyez-vous, NAL-NL2 me donne du gain à la hauteur de mes cibles, à la hauteur de mon seuil. Alors que j'ai besoin de beaucoup plus de gains. C'est là que je vais probablement utiliser NAL-NL1. Voyez-vous, NAL-NL1 et DSL sont très semblables. C'est juste les basses fréquences. NAL-NL1, en gardant le principe fondamental de dire je ne donnerai pas trop de basses parce que je risque d'avoir peu de hautes. Je n'ai pas un masquage des basses sur les hautes. C'est le principe derrière pourquoi on a ça ici. Mais il faut faire attention. Chez un patient qui a une perte sévère à profonde, souvent, il n'entend tout que par les basses parce qu'il n'y a que ça à l'intérieur de son spectre auditif. Donc, puis, je vous dirais, j'ai déjà vu une patiente qui a une perte profonde, bilatérale, est appareillée unilatéralement. Ça fait 35 ans qu'elle porte une prothèse auditive. Ça fait 50 ans qu'elle porte des prothèses. J'ai utilisé DSL. Je suis à peu près sur les seuils d'audition de la personne. J'étais calme. Je ne suis pas certain. Elle est revenue une semaine après avec son accompagnatrice. Puis elle disait, M. Pelletier, elle a un défaut de langage tellement qu'elle a une surdité, puis ça fait tellement longtemps. Elle me disait, son accompagnatrice me disait, puis elle vit avec elle me disait, la télé, elle est moins forte qu'avant. Moi, j'étais comme, parfait, touche à rien. If it's not broken, don't fix it. C'est pas brisé, répare. Ça fonctionne bien. Elle entend bien, elle fait moins répéter. Moi, écoutez, je suis sur les seuils d'audition. Une perte à 100, 105, là, je suis sur les seuils. Moi, je vous dis, elle va entendre du brouhaha. La télé est moins forte, moi, j'étais épaté. Ça a bien marché, parfait, touche plus à rien. Ça va bien, tout est beau. Mais je n'étais pas certain pendant tout. Fait que, des fois, on a ça. On a ça, ce genre de patient-là qui défie toute logique. C'est pas, tu dis, OK, théoriquement, elle devrait percevoir peu, mais elle entend super bien. Ça va bien, on continue, tout est beau. Donc, voyez-vous, c'est une perte profonde, c'est vraiment, le NAL ne serait vraiment pas suffisant. Le pédiatrique, quelle formule prescriptive? Évidemment, on privilégie DSL d'une façon systématique avec les enfants. Il n'y a pas personne qui va utiliser NAL avec un enfant. On utilise tout DSL. Et les enfants, ça, je vous en avais déjà parlé. Chez les enfants, on utilise... on est en constante communication avec l'audiologiste au centre de réadaptation. C'est le canal. Les enfants sont vus, chez les jeunes enfants, sont vus aux 3 mois. Les audiologistes nous envoient les rapports, on leur envoie des rapports de nos appareillages. C'est toujours en DSL, les RECD. Puis souvent, je vais être honnête avec vous autres, souvent, le RECD, là, des fois, ils vont le mesurer, puis on va utiliser le RECD qu'ils ont mesuré. Pour ne pas avoir à faire subir la mesure à l'enfant, par exemple. S'ils l'ont fait, ça fonctionne bien, fine. Téléphone à l'audiologiste, tu dis, écoute, tu as fait le RECD, ton RECD, ça a bien fonctionné, tes cibles sont bonnes, puis je vais utiliser les mêmes données pour faire, moi, ma mesure. Oui, Jonathan? Juste avant d'aller trop loin, sur la dernière diapositive, le NL1 semble s'arrêter vers, mettons, 3000 Hz dans le cas de la perte profonde. Sais-tu qu'il fait juste suivre la ligne qui est en dessous ou il y a réellement un arrêt au niveau du gain? Il ne donne à peu près pas de gain en haute fréquence parce que, regarde, si tu regardes ici, regarde, tu vois, tu as à peu près à peu près la même courbe. Sur la diapo précédente, c'est une perte modérée. Là. Ouais. Si tu regardes sur l'autre diapo, tu as à peu près le même type de courbe. Si on regarde la 1... Non, excuse. Non, c'est parce que les deux courbes se confondent, excuse. C'est ça, c'est juste ça. Oui, excuse, désolé. Non, c'est que les deux courbes sont pile l'une par-dessus l'autre. C'est juste qu'ils ont manqué d'encre rouge pour pouvoir l'écrire. C'est bon. Non, c'est pile sur DSL, c'est pile pareil. Donc, chez les enfants, comme je vous disais, c'est vraiment DSL. Puis nous, moi, quand je fais, par exemple, avec un enfant, je vais faire une mesure, je l'envoie à l'audiologiste au centre de réadaptation. L'audiologiste m'envoie les mesures qu'il a fait. Puis là, on communique ensemble, puis on jase ensemble et tout ça. Là, il y en a un qui... On a un enfant, puis là, il arrive,
Il dit, ah, mais sur un programme même, parce que les enfants sont appareillés en monoral. Tu ne mets jamais de microphone directionnel chez un enfant en bas âge. Jamais. Tu laisses toujours ça en omni. Mais dans la prothèse auditive, il y a des programmes manuels supplémentaires, mais l'enfant n'a pas accès aux programmes manuels supplémentaires. On ne les a pas désactivés, on a désactivé le bouton programme. L'audiologiste m'écrit pour me dire, ah, mais là, dans le SoundFlow, parce que c'est une Phonak, c'est une Sky, on n'a pas tellement de choix dans les pédiatriques à la RAMQ. Ah, mais là, il y a un programme directionnel, tel programme. J'ai écrit, je dis, oui, c'est parce que c'est dans les programmes manuels, puis il n'y a pas accès au bouton. Ah, mais là, t'as peu, là. Il n'y a pas accès au bouton, il n'y a pas de télécommande. Donc, peu importe le programme que je pourrais mettre dedans. Si on a besoin d'un programme manuel, là, c'est pas pareil, mais on n'en a pas, puis il n'est pas actif. Ah, ouais, OK. Command man, lis ce qui est écrit sur le papier, là. Moi, j'haïs ça parce qu'ils ne lisent pas. Tu sais, souvent, là, tu sais, non. Oui, puis avec l'expérience que j'ai, je suis capable de... Tu sais, les audiologistes au CR à Québec, je les appelle par leur prénom. On s'appelle « Ah, salut Francis, salut Patrice. » C'est pas ça, on s'appelle par nos prénoms. Là, ça fait. Puis ça, je suis prof à la POC. Fait que, tu sais, quand j'ai dit « Non, il n'y a pas accès au bouton mémoire. » C'est correct, là, ça va. Je sais que les enfants, c'est juste de l'omni. Tout est beau là-dessus. Là, c'est pas... D'ailleurs, Daniel fait une conférence au congrès sur l'appareillage pédiatrique en fin de semaine. Fait que c'est ça, on en avait déjà parlé. Écoutez, je raconte une anecdote. On a quelques minutes. Une anecdote. Je suis vice-président de la Fondation des sourds et on reçoit des demandes de subventions pour des prothèses auditives. Pour les gens, il y a une règle à la Fondation. Et je reçois d'un audioprothésiste et d'un audiologiste des compléments d'informations dans un dossier. Puis là, les gens qui s'occupent de ça ont dit « Patrice, on a besoin de toi. » On n'a pas. OK, chez un enfant. L'enfant a 4 ans. L'audioprothésiste recommande une prothèse auditive haut de gamme. Okay. L'audiologiste fait une recommandation et l'audiologiste dit « Oui, ça serait bien d'avoir une prothèse auditive haut de gamme, mais je ne suis pas capable de le justifier. » OK, l'audioprothésiste veut vendre une prothèse auditive et c'est là le défaut de notre profession parce qu'on vend quelque chose. On dit là, ils ont vendu l'idée à la mère alors que tous les guidelines d'appareillage, et nous, au Cégep à la POC, on se base sur les guidelines du AAA, tout appareillage pédiatrique se fait en omnidirectionnel. Fait que tu dis, les prothèses de RAMQ que l'enfant va avoir, ça convient parce que je n'ai pas besoin du haut de gamme. J'ai pas besoin. Puis le haut de gamme a comme 5-6 programmes automatiques. Je dis, quoi, tu vas toutes des. J'ai failli. J'avais le téléphone dans les mains, j'ai failli appeler l'audioprothésiste. Je lui ai dit, combien d'enfants tu fais? T'es mauvais en tabarnouche. J'ai dit, tes appareils en directionnel, ça n'a aucun. Mais je me suis gardé une petite jambe. Je ne sais pas, je l'ai dit dans ma tête, j'ai pris un respect. Je dis, non, tu ne peux pas appareiller des enfants comme ça. Le guideline de base. Puis cet audioprothésiste-là a tendance, puis sa blonde ont tendance à se vanter qu'ils sont bons. Bon, trêve de plaisanterie. Donc, chez les enfants, DSL, 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 DSL. C'est celle-là qu'on utilise. Je ne sais pas, puis souvent, lorsqu'ils vont tomber adultes, donc à 18 ans, on va utiliser DSL aussi parce qu'ils sont habitués au principe de fonctionnement de la méthode DSL. Les formules des manufacturiers, Starkey, Phonak, Unitron, Widex, ils en ont tous. Chez Signia, on va avoir, chez Signia aussi, je vous parlais d'Oticon, mais chez Signia, on va avoir tendance à utiliser la méthode prescriptive maison parce que le OVP, le Home Voice Processing, qui est un algorithme qui est génial chez Signia là, pour éviter l'effet d'occlusion, il va avoir tendance à se baser sur la formule maison. On a accès aux autres formules, mais chez Signia, je vais vous avouer candidement, je fais du Signia au bureau, là, je vais avoir tendance à utiliser la méthode prescriptive maison, mais dans mon vérifie, je vais mettre soit DSL ou NAL. J'utilise beaucoup NAL NL2. Je fais mes vérifications comme ça parce que le Feedback Manager tient compte de la formule prescriptive maison. Fait que ce qui fait que ça a une incidence à cet égard-là. Fait que c'est vraiment une... Attendez-moi juste une seconde. Ouais, quelque chose qui apparaît pas. Voilà. Donc, on a vraiment... Donc, on ne les utilise pas normalement parce que... on les utiliserait à moins que ça ait une incidence sur l'accessibilité des algorithmes à l'intérieur de la prothèse auditive. Chez Oticon, ça en est un. Chez Signia, uniquement au niveau du test du feedback et du OVP, du Home Voice Processing, qui est un des algorithmes. C'est le seul qui ont ça. Tu sais, autant Widex, ils ont
un algorithme de masquage d'acouphènes avec la thérapie Zen qui est super performante. Moi, quand j'ai des patients acouphéniques au bureau, puis je ne travaille pas pour Widex, je ne suis pas payé par Widex, c'est pas, je l'utilise. Moi, j'ai une clientèle militaire, anciens combattants qui est très grande, qui sont des patients acouphéniques. Ça fonctionne. Et voilà. Des patients, puis on le voit, hein, c'est vraiment, c'est super performant. Même s'ils ont tous des masqueurs d'acouphènes. Widex, pour avoir rencontré l'inventeur de la thérapie fractale, le docteur Suito, qui est un bonhomme qui est super sympathique. Lui, il travaillait à UCLA, il a découvert ça, puis ensuite Widex a acheté le brevet. Ça n'a pas été développé par Widex, c'est le docteur Suito à UCLA qui l'a sorti. Je l'ai rencontré 2 fois, lui, c'est un bonhomme super sympathique. Souvent, tu penses, les grands chercheurs, là, c'est le genre de gars qui vient à la conférence en gogoune, en Bermuda, en chemise hawaïenne. C'est pas, mais c'est une bolle. Là, fait que ça fonctionne super bien. Signa a sorti quelque chose qui est intéressant avec la thérapie encochée, ça fonctionne très bien. Mais Signa avec le OVP, le Own Voice Processing, c'est quelque chose qui est super efficace. Pourtant, je fais du Phonak chez nous, je fais du Neutron, je fais du Sonic parce qu'on a de la RAMQ, je fais un peu de Starkey parce qu'ils viennent de sortir leur rechargeable Intra qui peut être super intéressant, puis leur nouvelle Edge AI qui peut être aussi super intéressant. Je fais à peu près tous les manufacturiers. J'ai pas de. Je vais choisir le manufacturier qui répond bien, mais je vous le dis, moi, ça fonctionne vraiment super bien. Donc, hormis le fait qu'il pourrait y avoir un incident sur l'utilisation des algorithmes de la prothèse, on n'utilise pas les formules maison. Ils vont vous en parler de leur formule maison. Nous avons pensé, nos ingénieurs ont fait tel machin, tel bidule. Quand j'assistais à la dernière conférence du Neutron, c'était comme ça. Ils font des petits réajustements, mais ils partent toujours soit de DSL ou de NAL. À la base, là, ils partent de ça. Donc, c'est pas le problème, c'est que c'est souvent des formules qui ne seront pas validées au même titre que NAL, NL1, NL2 et DSL, puis dans mon Verifit, ou dans peu importe l'appareil de mesure qu'on peut utiliser, interacoustique ou Unity, ou peu importe, là, je parle de Verifit parce que c'est à peu près 75% du marché, là, 80% du marché en Amérique du Nord. On n'a pas ces méthodes-là à l'intérieur de notre Verifit, fait que je ne peux pas les vérifier. C'est pour ça que ça nous évite de travailler, pas pour rien, je vous dirais, mais de travailler quand même d'une façon, souvent, à faire des corrections. Donc, c'est quand même important. 2 lectures que vous avez à faire. Les lectures sont en PDF. La première, Audiologie Online, c'est un article de Gus Mueller qui date quand même de 2018. Mais, tu sais, c'est 20 questions. C'est pas, Audiologie Online fait souvent ça, 20Q. C'est super intéressant. C'est un peu comme Corbin qui fait son... c'était Seinfeld qui faisait a coffee in a car with a comedian. Là, il se prenait dans son auto. Là. Oui, j'ai beaucoup de temps dans ma vie. Là, je suis beaucoup plus en forme que j'étais au début de la session. Fait que je commence à écouter un paquet de cossins sur Netflix. Puis c'est pas Corbin qui prend des vedettes et qui chante en karaoké quasiment dans leur auto. C'est assez... Fait que c'est pas. Puis Gus Mueller est un bonhomme super sympathique qui a fait que, tu sais, c'est same or different, comparing the latest in LN and DSL prescriptive target. Super intéressant. Puis l'autre, on se calme. Et l'autre lecture, vous l'avez aussi en PDF, A Comparison of Gain for Adult from Generic Hearing Aid Prescription Method, Impact on Predicted Loudness, Frequency, Bandwidth and Speech Intelligibility. C'est pas très long, je vous dirais. Le 20Q n'est pas très long, l'autre non plus n'est pas très long. Regardez dans les ressources, ils sont là, ils sont en PDF. C'est intéressant. C'est vraiment, le premier, c'est Tony Cochton, il en parle, ça se lit bien. Puis l'autre aussi, la comparaison du gain pour les méthodes. Vraiment, dans la comparaison, c'est quand même intéressant. Fait que je vous dirais, lisez-les. On pourrait en reparler. Parce que voyez-vous, regardez, là, si on regarde l'article de Gus, on dit The question then became what procedure to use for you seasoned veterans out there. You might remember the days when you had 10 or more prescription methods to choose from. Lee Barger, MSU, je ne connais pas, CID, Burger, Libby, Pogo, and not forget Pogo 2, Viola, ça c'est des vocabulaires Fixis, NAL, NDSL. C'est pas Astar, là il vous parle du tiers, du gain, du demi qu'il fallait ajouter à 2000, on prend-tu 2 tiers? Là, c'est vraiment NAL et DSL. C'est fait que je vous dirais, lecture, on va y revenir à la prochaine, on va revenir au prochain cours là-dessus. Et l'autre aussi, c'est vraiment une comparaison des méthodes NAL et DSL, l'impact sur l'intelligibilité et sur
la gamme de fréquences. Donc, ça serait de regarder ça. Le prochain cours, comme je vous ai dit, moi, je devrais normalement vous le poster probablement en fin de journée ou ce soir. Ce soir, il y a un Monday Night Football, et oui. Ah oui, ne vous surprenez pas, si vous allez sur ma chaîne YouTube, ma face, c'est le logo des Red Sox de Boston. Je suis un malade du baseball. Vous allez connaître, c'est pas... apprendre à me connaître, là, j'ai des pantoufles des Red Sox, une tasse à café des Red Sox, des t-shirts des Red Sox, une casquette des Red Sox, j'en ai même deux. C'est pas, je suis maniaque du baseball. J'adore les Blue Jays, là, mais je suis maniaque du baseball. Mon univers tourne autour du baseball. C'est pour ça que j'ai arbitré du baseball jusqu'à l'année passée encore, même à 50 ans. Fait que quand tu arrives sur le terrain avec les cheveux gris, c'est pas les coachs qui disent « Oh, t'as pas... il connaît peut-être ça. » Soit qu'il est super pourri, puis il est vieux, puis il connaît rien, ou soit qu'il connaît ça. Mais je rôde dans le baseball depuis presque 25 ans à Sainte-Foy. Fait que c'est pas, les gens me connaissaient assez bien. J'ai arrêté cette année. J'ai vendu tout mon stock pour être sûr de ne pas retourner. Ça me tentait de retourner encore même cet été. Mais j'ai vendu mon stock l'année passée. Ma blonde a dit « Vends tout ça, là, pour être sûr que tu ne retournes pas. » J'ai trouvé ça long des soirées. Quand j'arbitrais des doubles, je revenais à minuit, mais j'aime ça. Donc, c'est ce qu'on a. Le prochain cours, là, on va vraiment faire le tour au niveau des prothèses, l'embutologie, coquille et dôme, bouchon, option acoustique et niveau d'amplification. Ça a l'air beaucoup, mais on va parler des modèles de prothèses, différents types d'embouts et matériaux. Les coquilles et les dômes, c'est quoi la différence? Les différents types de bouchons spécialisés qu'on peut avoir. Les options acoustiques au niveau des tubes, des filtres, des différentes modifications qu'on peut faire et de niveau d'amplification. C'est vraiment ce qu'on va voir au prochain cours. Questions? Commentaires? Ça va? Pour le travail que vous avez à faire, quand je dis que vous devez être sur la dernière plateforme, chez Phonak, prenez la plateforme Marvel, ne prenez pas la plateforme Paradise. Si on a eu la conférence la semaine passée, on va commencer à recevoir des prothèses Paradise. Prenez, pour ceux qui ont Phonak, prenez Marvel. Chez Widex, prenez Moment. Le portfolio est développé depuis un bout de temps, vous y avez accès. Prenez pas la Evoke, prenez la Moment. Chez Starkey, ça va être la Edge, la dernière. Là, prenez vraiment la dernière qui est sortie. Ça fait quand même un bout qu'on travaille avec chez Starkey. Chez Nitron, c'est la Discover Next qui est sortie depuis quelques mois. Fait que prenez pas la Discover, prenez la Discover Next. Chez Signia, prenez la Experience, la X, parce qu'on avait la NX. C'est la X. Le portfolio est assez développé, ce n'est pas un problème. Vous pouvez l'utiliser. Ça fait déjà quelques mois qu'on l'utilise. Fait que vous utilisez la X. Chez Bernafon, la dernière version, elle est disponible depuis déjà plusieurs mois, fait qu'il n'y a pas de problème. Chez Sonic, c'est la même chose, ça fait plusieurs mois. Chez Oticon, utilisez Velox et Velox S, parce que Velox S, c'était juste une évolution sur les RIC. Donc, chez Oticon, utilisez Velox et Velox S, parce que sinon, vous n'avez que des RIC sur la Velox S. Utilisez la plateforme Velox aussi pour avoir les intras, les demi-conques et tout. Après ça, j'oublie dans le lot. Starkey, Widex, Nitron, Signia, Phonak. Je pense que j'ai fait le tour. Je l'ai-tu oublié? Je pense pas. De toute façon, vous allez lire, vous allez regarder, vous avez des questions. Évidemment, là, vous allez utiliser beaucoup le site web de la... puis, gênez-vous pas pour utiliser l'adresse courriel du site web. Ils vont vous répondre. Hein, puis, ils peuvent vous envoyer un paquet d'affaires, ils peuvent vous envoyer des trucs. C'était si on vivait en temps normal, où on pourrait se voir au prochain congrès. Souvent, il y avait une période réservée pour les étudiants, parce que ça, je faisais ça dans les années passées. Le travail que vous faites, vous n'êtes pas le premier à les faire. Là. Depuis que je suis arrivé, c'est la 6e fois que ça se fait. Puis ce que je disais, c'est que je disais aux étudiants, je disais aux manufacturiers, aux représentants, je disais, je t'envoie ces étudiants-là, ils vont venir te voir, ils ont un travail à faire, fait que tu peux aller les voir. Puis il y avait une période réservée pour les étudiants, fait que les étudiants avaient pu dire, il y avait voir Luc Durand, par exemple, chez Oticon, dit bonjour, je me nomme Patrice Pelletier, je suis un étudiant de Patrice Pelletier au Cégep, on a un travail à faire. Et tu dis, ah oui, Patrice m'en a parlé, c'est pas un problème. Puis fait que vous pouvez écrire à l'adresse pour avoir contactez-nous sur les sites web, là, puis ils vont vous donner de l'info. Puis si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, ne vous gênez pas, écrivez-moi. Sur Colnet, c'est pas un problème. Vous m'écrivez, d'habitude, je réponds assez vite là-dessus, sans difficulté. Ça va? Fait que prenez le temps de lire. Évidemment, comme je vous disais, puisqu'on n'a pas accès encore pour 2 semaines au laboratoire, comment tout ça va virer, gardons la date en tête du 21 octobre. Si jamais le 21 octobre, on se rend compte qu'on n'a pas accès à tout, qu'on a besoin d'un certain nombre, peut-être une semaine ou 2 de plus, on l'avisera et on le planifiera ensemble. D'accord? Fait que stressez-vous pas.
oui, je vais refuser de prolonger le travail si vous me dites que j'ai commencé en fin de semaine, puis là, lundi, ça arrive un peu trop tôt. Ah, comment même? On est le 14, non? C'est pas, c'est dans 5... Non, ça m'est arrivé il y a une année. Ouais, ça arrive vite, la date, parce que depuis septembre que tu sais, le travail était pour genre fin octobre. Fait que, j'ai refusé, mais l'étudiant, c'était un étudiant. Ça a donné que c'est une fille, qui n'était pas très à ses affaires. Fait qu'elle m'a mis le travail, en retard. 2, c'était un brouillon que j'avais eu. C'était un véritable torchon. D'habitude, je donne les travaux assez longtemps d'avance. On est à 5 semaines. Donc, on respecte les règles de 3 semaines. Je vous ai mis le document technique. Ça passe. Si vous voulez plus de précision, écrivez-moi. Gênez-vous pas, puis on précisera. Si j'ai besoin de faire un connect à tout le monde, je le ferai. Ça va? Good! Bien, je vous souhaite une bonne journée. S'il n'y a pas de questions, je vous souhaite une bonne journée. Il fait soleil dehors. Sortez. Allez prendre l'air. Puis, amusez-vous, puis on se revoit la semaine prochaine. Bye. Merci, bonne journée. Merci à vous autres. Salut. Bye bye. Patrice? Oui, Amélie. J'ai une question, moi, sur le travail. Vas-y, je t'écoute. Quand tu parles des algorithmes et tout ça, là, en fait, tu veux-tu, mettons... Qu'est-ce qui est le principe d'abaissement fréquentiel dans celui-là? C'est-tu de la compression? C'est-tu de l'abaissement? Puis, tu sais, tu veux-tu, mettons, je sais que Oticon travaille beaucoup sur l'appareillage OpenFit, là, tu sais, pour éviter le larcin et tout ça. Fait que tu veux-tu comme comprendre un petit peu c'est quoi leur vision, puis comme t'expliquer pourquoi qu'ils ont... Parce que, tu sais, chaque compagnie a un petit peu leur vision ou... je comprends ce que tu veux me dire, mais non, c'est vraiment de faire la nomenclature des algorithmes qui sont à l'intérieur. J'ai-tu un réducteur de bruit? J'ai-tu un réducteur de bruit de vent? Est-ce que j'ai un... OK, fait que dans le fond, tu veux comme tous les paramètres acoustiques, tu sais, quand tu rentres dans le logiciel, mettons, as-tu le wind block, c'est ça que tu veux, là? C'est ça. Puis c'est ce que j'appelle nomenclature. J'ai un CIC, un intra, un demi-compte, un mini-canal, machin, tout ça. Puis j'ai dans ce cas-là, j'ai une boîte télé, j'ai des piles rechargeables, j'ai le chargeur, j'ai ci, j'ai ça. Tu sais, la nomenclature, c'est comme, tu sais, d'avoir un portrait global, c'est qu'est-ce que le manufacturier offre comme portfolio. Garde ça en tête. Tu sais, parce que, tu sais, mettons quelqu'un qui est chez Signon, il va avoir le OVP, il va avoir un masqueur d'acouphène. Le masqueur d'acouphène, il est fait comment? Mon abaissement fréquentiel, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un... J'ai mangé ce que je voulais dire. Son abaissement fréquentiel, c'est-tu de la compression, c'est-tu de la translation, c'est-tu de la transposition? Tu sais, je veux savoir qu'est-ce que c'est. Je veux pas que tu m'expliques. Tu peux faire une légère explication, mais je veux pas que tu m'expliques en détail. Tu veux comme un résumé, là? Oui, un résumé détaillé, mettons. C'est pour ça que j'utilise le mot nomenclature. Tu me fais... Tu me décris, tu me nommes tout ce qui s'est fait. Tu sais, quelqu'un chez Phonak qui oublierait de me parler de la lyrique, ça fait partie des modèles de prothèses. Il y a juste Phonak qui a ça, la lyrique. Tu sais, c'est pour ça. Tu sais, quand tu fais un portrait global, ils ont tous des rigs, des contours, des intros et tout ça, mais certains ont des particularités. Bien, si tu as fait le travail correctement, tu vas me sortir cette particularité-là. Est-ce qu'ils ont des télécommandes? Est-ce qu'ils ont une application? Oui, c'est ça. C'est ça. Okay. C'est bon. Ça fait pas mal le tour de ce que j'avais fait, mais c'est parce que, tu sais, c'est au niveau du développement, comment on peut-tu intégrer des tableaux pour que ce soit plus facile à lire qu'en texte? J'ai pas de problème avec des tableaux. Tu sais, tu y vas selon toi. Tu sais, il faut que tu penses que tu dois aider le lecteur. Tu sais, c'est pas comme si tu écrivais un prof de prothèse qui a 30 ans d'expérience. Je vais être capable de tout me retrouver, mais c'est pas tu le fais en tableau, tu peux faire ça, c'est comme un peu plus vivant. Mais tu n'as pas de point pour la qualité graphique. Tu sais, ça va être pour la qualité de lecture. Tu pourrais le faire juste en point de forme, ça fait pareil. Pas obligé de le faire en tableau, ça peut être en point de forme, ça fait. C'est pas un problème. OK. Excellent. C'est bon. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonne journée. Bye bye.